Salut à tous les astrologues, les astroamateurs, les astrophiles en tout genre. Je vais vous interpréter la nouvelle lune du 18 janvier 2026, donc ça sera dimanche soir vers à 20h52 exactement. Et vous recevrez peut-être en même temps l'interprétation globale de l'année 2024 qui est déjà commencée. Et ça, je suis désolé, je ne peux pas aller plus vite que ça, n'étant pas autonome au niveau des enregistrements. Donc là, je fais cet enregistrement aujourd'hui. Donc on est le 14 janvier. Entre le 13 et 14 janvier. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe sur cette carte. On est en présence d'un thème extrêmement puissant. C'est une nouvelle lune qui est conjointe à conjonction Mars-Mercure. Donc ça fait une quadruple conjonction, Mars-Mercure, Lune, Soleil, si vous voulez, à la fin du Capricorne. Donc là, ça va. Donc cette nouvelle lune Capricorne va contenir de manière assez puissante les qualités du Capricorne, parce que Mars, on sait que Mars est en exaltation en Capricorne, et que Jupiter se baladant, comme je l'avais dit pour la pleine lune, en face dans le Cancer, lui-même en exaltation en Cancer, cette opposition Jupiter-Mars qui crée pas mal d'agressivité, de révolte, d'impression d'en avoir marre, de vouloir passer à autre chose, ça peut se vivre différemment selon chacun. Si les émotions sont pas regardées en face, il peut y avoir une forte susceptibilité, quelque chose qui fait qu'on va réagir excessivement ou violemment à des situations. Évidemment, ça peut faire des bêtises aussi, de par cette espèce de violence interne, mais ce n'est pas évitable, au sens que cette confrontation avec ces émotions, Jupiter en Cancer surtout conjoint à Proserpine, faisant remonter l'inconscient à la surface, cela a vraiment pour but de nous libérer de ces contenus inconscients, de nos traumatismes et de nos croyances erronées qui sont reliées à ces traumas ou à ces mémoires émotionnelles. Souvent, le Cancer représentant le papa et la maman, évidemment. Donc, je parle pas du père et mère actuel que vous avez, mais du papa-maman que vous avez à l'intérieur de vous, dû à votre enfance. C'est souvent pas les mêmes, c'est à ne pas confondre. Et donc, le Capricorne étant un peu le signe inverse du Cancer, il s'agit d'essayer de maîtriser cela. Le problème, c'est que les êtres humains actuels ne savent pas forcément ce que ça veut dire la maîtrise. Souvent, ils sont plutôt dans le contrôle. Ils vont bloquer les énergies, ils vont s'empêcher de regarder en face, de regarder les choses en face. Ils vont peut-être aussi, c'est typique aussi du Capricorne, qu'un signe saturnien, vouloir avoir raison, même si ils ont la preuve en face d'eux que quelque chose n'est pas vrai. Ils vont vouloir croire très fort que ce qu'ils pensent ou ce qu'ils croient est vrai, pour éviter la confrontation avec une erreur ou avec une culpabilité. Souvent, c'est l'idée d'être vu, pris la main dans le sac dans une confrontation avec quelqu'un, ça peut être n'importe qui, pris dans le sac à avoir un comportement soit contrôlant, soit agressif, soit au contraire hyper soumis. Tout ce qui va faire partie de ce qu'on appelle le personnage, c'est-à-dire le besoin d'être relié aux autres par le biais d'un contrôle de son image, d'essayer de correspondre à l'image qu'on aimerait voir se projeter dans l'écran du regard des autres, quoi. Bien, cette tendance-là crée évidemment en retour sur soi-même une intranquillité, quelque chose qui fait qu'on n'est pas à l'aise, et comme on sait que dès qu'on joue un personnage pour correspondre à ce que les autres attendent de nous, en fait on est en train quelque part de mentir. Alors ce personnage est joué en général, et on croit toujours avoir un avantage à le jouer, quoi. Dire, on a l'impression que c'est notre rôle, que c'est notre position dans la société, que c'est notre caractère, tout ça, alors qu'en fait c'est juste la surface. Notre vrai caractère, c'est le soi, ou c'est l'âme. Si on ne va pas jusqu'au soi, c'est au moins l'âme qui est au fond de nous-mêmes, et dont le caractère énergétique contient évidemment des tendances, mais ces tendances ne sont pas forcément la forme qu'elles ont prise actuellement. Et en tant qu'humain, on confond toujours
les tendances que l'on a avec les énergies que l'on contient. C'est-à-dire les énergies que l'on... Bon, par exemple, cette opposition Jupiter-Mars peut amener des tendances colériques. Mais cette opposition Jupiter-Mars ne veut pas forcément dire la colère. Elle peut vouloir dire un travail un travail sur soi fort. Ça peut vouloir dire un travail yogique, par exemple. Ça peut vouloir dire la reconnaissance de ses tensions émotionnelles, donc un travail psychothérapeutique. Ça peut vouloir dire une révolte par rapport aux institutions trop bien installées, Jupiter, quoi, Mars, Capricorne révolte. Donc c'est une tendance politique. Donc, il y a plusieurs manières, ou sociologiques si vous voulez. Donc il y a plusieurs manières de prendre un aspect. Or, dans le cas de tout le monde, on a tendance à confondre l'énergie de l'aspect avec la manière dont on la traduit dans sa propre tendance personnelle. Alors que ces tendances personnelles ne sont pas stables, elles ne sont pas établies toujours, elles peuvent toujours changer en cours de route. Et il est souhaitable qu'elles changent, puisque c'est comme ça qu'on évolue. Or, on va, en Capricorne, avoir tendance à se figer, à se raidir, à essayer de capter le conflit qui est en train d'apparaître, à essayer de le capter pour pouvoir le contrôler, pour pouvoir mettre le boisseau dessus, retourner un bol sur la vie pour la contenir, quoi. Et ça, c'est la grande erreur toujours du Capricorne, cette espèce d'autoritarisme sur la vie, de vouloir contrôler les choses, y compris en n'acceptant pas la vérité que nous renvoient les choses, les confrontations, les quiproquos, cet apparent, la vérité joue, ou la conscience, on pourrait dire ça, joue à nous faire voir comment on se ment. Parce que on ne ment aux autres qu'à partir du moment où on s'est d'abord menti à soi-même. On pourrait dire que le mensonge aux autres n'est pas très important, quoique dans certains domaines, si on est responsable politique, évidemment, comme on le voit actuellement avec Trump, ça, c'est des conséquences catastrophiques, évidemment. Si on peut plus faire confiance aux gens à qui on confie les clés du pouvoir pour mener la barque d'un État, évidemment, c'est très dommageable pour l'union du peuple autour de ses dirigeants. On voit très bien que depuis déjà pas mal d'années, l'union du peuple autour des dirigeants devient de plus en plus un problème. Évidemment, les dirigeants accusent le peuple qui est de moins en moins gouvernable, hein, les Gaulois réfractaires, comme dit Macron. Mais la réalité, c'est que c'est pas le peuple qui est de moins en moins gouvernable, c'est les gouvernants qui sont de plus en plus incapables de proposer quelque chose au peuple qu'il a demandé et ce pourquoi ils ont été élus. En général, ils ne respectent pas leur programme, à part des détails technologiques sans importance, mais l'esprit même du programme n'est jamais respecté. Il y a même une trahison des élites par rapport au peuple qui est de plus en plus criante et qui fait qu'il y a l'esprit de révolte, comme on l'a vu avec les paysans, là, leurs tracteurs qui bloquent tout. c'est vraiment la preuve que la colère gronde, quoi. Et pas que chez les paysans, dans beaucoup de domaines. Il y a eu les médecins qui se sont mis aussi. Bon, ils sont assez privilégiés, c'est sûr, par rapport aux paysans, parce que contrairement aux paysans, ils travaillent pas comme des dingues pour rien, quoi. Mais il y a quand même cette révolte même d'élites qui disent attends, on est en train d'essayer de nous contrôler, de nous faire rentrer dans des cases gestionnaires. Bon, ils sont les derniers à qui c'est pas arrivé, hein, parce qu'ils sont en profession libérale. Dans plein d'autres professions, cette catastrophe du contrôle gestionnaire sur le vivant, sur les relations sociales, sur les relations éducatives a déjà eu lieu en grande partie. Et une fois que c'est installé, c'est très difficile d'y résister parce que ça enlève toute qualité évolutive aux relations par exemple, éducatives. Dans le milieu d'éducation, il y a eu un moment donné où en fait toutes les anciennes méthodes qui étaient un peu issues des années 60-70 qui essayaient de mettre l'accent sur l'importance de l'individu dans l'enfant ou dans la personne handicapée ou dans ceux qui avaient des problèmes mentaux, la gestion des fous, ce qu'on appelle les fous, enfin les malades mentaux, quoi, qui sont pas si fous que ça, très souvent, mais qui sont simplement des âmes très blessées. Bon, il y avait certaines habitudes qui avaient été prises d'essayer de libérer la parole, et puis les gestionnaires sont arrivés. Non, il a fallu transformer tous ces établissements. Ça se voit aussi en médecine, dans l'hôpital public, tout ça. On essaie de transformer tous ces établissements qui sont faits pour le public, pour libérer des gens de la souffrance. Ça devient des endroits qui doivent devenir rentables.
Et du coup, l'être humain devient lui-même une marchandise. J'avais travaillé dans un endroit où en fait certaines pratiques avaient été supprimées parce qu'elles diminuaient le nombre d'enfants caractériels qui étaient admis dans l'établissement. Puis ils étaient, une fois trop bien guéris, ils passaient dans le système scolaire normal parce qu'ils avaient résolu en partie leurs problèmes. Donc les éducateurs ayant trop bien fait leur travail, les gestionnaires ont supprimé les méthodes qui permettaient alors ça se fait inconsciemment, hein, je parle pas de complot, là encore, c'est toujours la même chose. Et, le grand complot, c'est celui de l'inconscient, de l'inconscience totale et de la bêtise et de l'ignorance contre la conscience, c'est tout. Il y a toujours complot, comme le capitalisme qui est un immense complot du matérialisme contre la spiritualité. Mais c'est pas des complots au sens, comment dire, volontaire, quoi. C'est quelque chose qui a lieu malgré soi. Donc ces gestionnaires, voyant que le nombre d'enfants diminuait, que donc le budget alloué, parce que les parents des enfants payaient évidemment pour leur place dans l'établissement, eh bien, s'il y avait moins d'enfants, il y avait moins de revenus, on pouvait moins payer l'éducateur, donc ils ont joué tout à fait intelligemment de leur point de vue de gestionnaire, hein, à la Macron, quoi. Ils ont joué à supprimer ce qui pouvait trop bien marcher, parce que ça diminuait la rentabilité de l'établissement. Et donc, voilà. Je me rappelle avoir proposé une étude américaine qui montrait que chez les enfants qui étaient caractériels, qui avaient des grandes tensions nerveuses, aux États-Unis, certaines expériences avaient été faites qui montraient que si on diminuait la dose de sucre qu'ils mangeaient assez drastiquement, on obtenait 50% de guérison sur ces comportements caractériels, extrêmement colériques, susceptibles, enfin qui étaient ingérables dans le système scolaire habituel, au point qu'on devait mettre ces enfants en institutions spécialisées. Et en fait, 50% de guérison, c'est quand même beaucoup, quoi. Rien qu'en supprimant la présence du sucre blanc, qui est une espèce de drogue pour certains systèmes nerveux fragiles. C'est comme une espèce de drogue, le sucre blanc. Ça fait une montée d'énergie, de sucre dans le sang, qui crée une très grande excitation. Puis après, quand le niveau de sucre redescend, ça fait un état dépressif. Et moins l'enfant est structuré en amont par le calme, par des parents calmes et rassurants et aimants, plus il y a eu des difficultés, disons, dans sa vie en amont, plus en fait cette confrontation aux sucreries en tant que drogue va être attirante, déjà addictive, on va dire, et en plus créer une incapacité du système nerveux à se réguler, qui va augmenter la souffrance des traumas ou de la mauvaise éducation. Enfin, je dis pas ça pour accuser les parents, parce que des fois ils peuvent pas faire autrement, mais quand il y a certains parents qui ont 8 enfants et qui sont avec un seul salaire ou des choses comme ça, là, on est dans ce qu'on appelle les cas sociaux, quoi. Effectivement, les problèmes qui en résultent sont quelquefois presque évidents, quoi. Voilà, donc je refais un peu cette parenthèse pour dire que le rapport entre le Capricorne, l'institution, le gestionnaire, le contrôleur, et puis le cancer qui est le peuple, qui est l'enfance, ça représente les femmes aussi, le rapport à la maternité, tout ça, ou le rapport à la féminité, tout ce qui est, on pourrait dire un peu que c'est le père et la mère du zodiaque, hein. On pourrait dire l'homme et la femme, c'est le bélier et le taureau, mais le père et la mère, c'est le Capricorne et le Cancer. Enfin, si on admet que les rôles paternels et maternels seraient fixés dans un rapport entre l'homme et la femme. Ça, c'est en train de changer beaucoup, et tant mieux, parce qu'en fait, il s'agit plutôt de dire, plutôt que un rapport entre l'autorité masculine et puis l'affectivité féminine, il faudrait comprendre que c'est pas forcément relié à l'homme et à la femme, et qu'un homme peut très bien avoir une affectivité très forte et une femme manifester son autorité, mais il est certain que ces deux piliers sont nécessaires dans l'éducation. Si vous mettez que de l'amour, de l'affectivité, que vous laissez faire l'enfant ce qu'il veut, vous en faites un délinquant ou un névrosé parfait. Si vous êtes trop raide, trop exigeant, trop vouloir amener l'enfant à des compétences, à de la compétition, à quelque chose qui va lui permettre de se dépasser sans cesse, mais en empêchant quelque part qu'il ait des moments de pause,
ça va peut-être faire une bête de concours, mais ça va faire quelqu'un qui peut être aussi névrosé d'une autre manière, pas délinquant dans ce cas-là, mais complètement avec des tendances paranoïdes. Ce qui fait des très bons dirigeants après, voilà, comme on a en ce moment, quoi, des gens qui ont fait l'ENA, quoi, mais sont complètement immatures au niveau psychologique, quoi, parce ils croient que la vie consiste à grimper tout le temps en échelle hiérarchique sociale. Donc voilà ce Capricorne avec alors comme Mars est la planète la plus lente, si on accepte bon que dans ce signe du Capricorne, au début il y a quelque chose comme Ixion ou Pholus, Quaoar qui sont des planètes très très lointaines, mais c'est juste des astéroïdes, donc on va admettre que c'est moins important, même si ça joue son rôle. La planète la plus lente de cet amas c'est Mars, et on pourrait dire que donc tout cet amas Capricorne et donc cette nouvelle lune est sous l'égide de Mars. Hein. Alors un Mars qui fait quoi, qui est sextile à la conjonction Saturne-Neptune, qui est toujours là en Poisson. Alors c'est bientôt fini, quoi, hein, parce que là, je rappelle que Neptune rentre en Bélier jusqu'à 2038, donc vers le 26 janvier, donc c'est pendant cette nouvelle lune, pendant le mois de cette lunaison. Et donc là, on est vraiment, Neptune est sur ce qu'on appelle le degré critique du Poisson. On appelle ça degré critique parce que c'est un degré qui est juste avant basculement dans le signe suivant. Et souvent, il y a une espèce de déséquilibre. C'est comme si on était sur le bord d'une crête et qu'on allait tomber de l'autre côté. Et donc, il y a un moment de déséquilibre où la pente est plus dans le même sens parce qu'on va basculer dans le Bélier. Neptune est encore en domicile en Poisson, bien sûr, mais ce basculement dans le Bélier se fait sentir et il y a une tendance à ce qu'on appelle le degré critique. C'est toujours un degré dans lequel le pire comme le meilleur peuvent arriver. Le meilleur dans le sens que c'est l'aboutissement du signe du Poisson, donc il peut y avoir des expériences spirituelles extrêmement profondes, de lâcher prise, de connexion à l'âme, de connexion même au soi, pour les plus chanceux, des expériences d'éveil donc. Mais en même temps, si vous êtes torturé intérieurement par des non-résolutions de problèmes psychologiques, c'est le moment où ça peut se manifester le plus fortement. C'est-à-dire qu'en fait, Neptune complètement ce degré critique du Poisson dit attention, est-ce que tu as profité des 8 ou 10 dernières années, des 10 dernières années, je crois que c'est à peu près, pendant lequel Neptune était en Poisson, est-ce que tu en as réellement profité pour faire un chemin spirituel, méditer, faire du yoga, chercher lire des enseignements spirituels, étudier un peu les spiritualités, éventuellement les religions, enfin dans leur côté bien fondé, pas dans leur côté institutionnel, mais dans leur côté sagesse et mystique. Donc est-ce que tu as profité de ces 10-12 ans là pour faire cela? Parce que là, ça y est, il va falloir passer à l'action, il va falloir mettre en place quelque chose au niveau concret quand ça va basculer en Bélier. Et là, il faudra, ce seront ceux qui bougeront, qui gagneront, et les autres seront laissés en arrière. Donc c'est très important d'avoir la sensation interne de plénitude et d'avoir terminé en fait une partie du travail intérieur, bien que c'est jamais terminé bien sûr, mais que la consécration qu'on a eue à rechercher la spiritualité a été suffisamment forte pour ne pas avoir de regrets, quoi. En tout cas, s'il y a des regrets, c'est en ce moment, quoi. Et il est jamais trop tard pour bien faire. Toute personne qui commence à pratiquer la méditation quand elle se rend compte que c'est essentiel, de toute façon, c'est la bonne décision à prendre et ça lui rapportera énormément. Voilà, je vois une amie qui me dit qui a médité depuis pas mal d'années, puis qui me dit qu'en ce moment elle arrive à méditer tous les jours alors qu'elle n'y arrivait jamais avant, alors qu'elle a un ensemble d'épreuves ou de difficultés, une ambiance très difficile pour elle, quoi. Et ça c'est très bon signe toujours. Ça veut dire qu'en fait le Neptune sur le degré critique donne son message, il dit bon bah voilà, tu vas rentrer dans le cycle suivant avec Neptune en Bélier en ayant un peu lâché l'illusion. L'illusion, c'est croire qu'on peut méditer de temps en temps et que ça se maintient. Ça, c'est une illusion. C'est tous les jours ou alors ça marche pas des masses. Alors, je veux pas jeter la pierre à ceux qui méditent pas tous les jours par là, mais je veux dire que à un moment donné, on va découvrir que si on le fait tous les jours, ça peut être
20 minutes par jour au début, ou 10, il n'y a pas de limite de temps, hein. Mais en tout cas, c'est tous les jours, si possible matin et soir. Et quand c'est fait comme ça, on va petit à petit découvrir que ça s'installe. Alors que dès qu'on arrête, il faut 4 jours, au moins 4 jours pour revenir au même point. 4 méditations successives pour revenir au même point. On perd beaucoup, l'être humain a une tendance quand même à être tiré vers le bas par son ego. Donc ça, et la méditation est le moyen d'annuler cette tendance un peu autodestructive, auto-anesthésiante. Je dis souvent que l'ego est auto-hypnotisant. Il nous auto-hypnotise. On croit penser par soi-même. En fait, on pense à travers le filtre de cet ego qui nous fait penser ce qu'il veut, quoi, en fait, et non pas ce qui serait notre intérêt. Voilà, je pense donc je suis est pas mal faux. C'est plutôt je suis. J'apprends à être grâce à la méditation, parce que la méditation c'est je suis là, je suis ici et maintenant, dans la présence et l'écoute. Et à partir de là, dans ce je suis, je peux penser, bouger, pleurer, faire tout ce qui s'ensuit, parce que le je suis est avant le je pense, et non pas l'inverse. Quoique Descartes avait, c'est la phrase qui était retenue, mais si on regarde bien comment il l'avait fait, il utilisait pas mal la méditation, donc il était dans ce chemin-là quand même. Disons que c'est les Français cartésiens. Et Descartes n'était pas cartésien, lui, de même que le Christ n'était pas chrétien, ou le Bouddha n'était pas bouddhiste. En fait, il y a disons que les cartésiens ont voulu retenir cette phrase, alors que Descartes était quand même un mystique, mais qui passait quand même énormément par le mental. C'est là qu'est l'erreur. Parce que le mental ne peut pas mener jusqu'au bout du chemin. Certainement pas. Bien qu'il peut, s'il est orienté correctement, par exemple par l'ésotérisme, l'astrologie peut aider à... Je dis souvent l'astrologie c'est un yoga du mental, c'est-à-dire qu'en fait comme le yoga, vous assouplissez votre corps par la respiration, par les mouvements, les asanas, tout ça. Plus le corps est assoupli, moins il y a de douleur, plus il est souple, plus vous pouvez sentir l'énergie qui circule. Et vous êtes de moins en moins dans la sensation physique, vous êtes de plus en plus dans la sensation énergétique. Plus vous êtes dans la sensation énergétique, plus vous allez sentir en fait le mouvement des émotions, puis de l'âme. Donc c'est successif comme ça. Au point qu'au bout d'un moment, au maximum de la méditation, le corps semble disparaître. Donc on pourrait dire que le yoga est un exercice du corps pour faire disparaître le corps. Puisque pour faire apparaître en fait le fait que nous ne sommes pas, nous habitons dans ce corps, mais nous sommes une âme, nous sommes une conscience, qui entoure ce corps, qui l'enveloppe. Mais nous ne sommes pas que ce corps, contrairement aux apparences qu'on pourrait croire par l'identification aux objets des sens, des 5 sens. Donc, on va revenir. Donc, forte conscience spirituelle, Saturne étant le maître du Capricorne conjoint à Neptune, il nous dit, avec un sextile très très fort, qui relie donc cette nouvelle lune à Saturne-Neptune, le but de cette nouvelle lune, c'est ce qu'on appelle un sextile uranien. Dans mon système, j'appelle ça un sextile uranien. C'est-à-dire que c'est un sextile qui vise à l'éveil. Donc ce sextile nous dit essaye de maîtriser un petit peu tes actes, ta vie, ton corps, Mars, voilà, fais l'exercice ou fais du qigong ou du tai chi ou je sais pas quoi, ou du yoga, pourquoi pas aussi un jogging, enfin évitons quand même le sport qui est toujours avec une idée de compétition et qui va nous refaire replonger dans l'opposition Jupiter-Mars. C'est-à-dire renforcer la compétition, donc l'agressivité, alors qu'en fait il s'agit plutôt de maîtriser cette agressivité en faisant bouger un corps qui a forcément besoin de bouger, puisque l'animal humain est fait comme tous les animaux pour se déplacer. Donc ce travail sur soi Capricorne doit mener, il est étudié pour mener à cette conscience supérieure de Saturne-Neptune, c'est-à-dire la maîtrise de la perception de l'âme ou du soi. L'autre aspect qui part de là, c'est... Alors oui, j'ai oublié... Bon, non, je vais continuer sur cet aspect-là. Donc l'autre aspect qui part de là, c'est le trigone. Le trigone à la fin, à Uranus rétrograde, qui est à la fin du Taureau. Alors Uranus rétrograde à la fin du Taureau, qui est dominant en thème de la France, de cette nouvelle lune pour la France, qui est ascendant Vierge et dans le milieu du ciel et au tout début du Gémeaux, mais Uranus est collé en Taureau, donc à ce milieu du ciel. Donc c'est un mois qui risque d'être très surprenant et très dérangeant et avec peut-être des accidents, des réactions politiques. Enfin, il y a des gros changements qui sont en route ce mois-ci.
Donc du 18 janvier à peu près jusqu'au 18 février en gros. C'est toujours un mois à peu près 30 jours. Enfin 17 février je crois. Je vous dis ça tout de suite parce que si je dis une bêtise après on va me le reprocher. 17 février c'est ça. Puisque janvier a 31 jours. Donc beaucoup de changements pendant cette période-là. Quelque chose bouge et secoué. Il y a du nouveau. Il y a quelque chose de novateur. Il y a un déclenchement. Alors par ce double sextile à Saturne-Neptune, on est à une phase extrêmement importante de notre histoire collective et de l'Europe aussi. Alors, je vais être obligé de faire une grosse parenthèse à ce niveau-là, ou je vais peut-être la faire après plutôt, parce que c'est extrêmement important de se rappeler, puisque ce mois-ci, cette lunaison est vraiment fondamentale pour notre civilisation européenne. C'est important de revenir là-dessus, mais on va y revenir après, si vous voulez bien. Je vais terminer sur les aspects de cette nouvelle lune. Donc, ce trigone à Uranus engendre une intensité, une focalisation, une espèce ouais, c'est Uranus est toujours surtout avec le Capricorne et en Taureau, c'est assez têtu et ça veut ce que ça veut. Il peut y avoir de la révolte assez forte. On le voit avec les tracteurs des agriculteurs et tout ça et leur détermination. Mais je rappelle que toujours comme Uranus en Taureau est en chute et non pas dans son puisqu'il est en exaltation en Scorpion, étant en chute, je rappelle qu'à chaque fois qu'il est en Taureau, il a tendance à manifester les aspects les plus, j'ai envie de dire les plus fachos, quoi, les plus lourdingues, c'est-à-dire que le Taureau, c'est pas un signe de révolte, alors quand Uranus est en Taureau, il donne une tendance à tout matérialiser, la révolte devient matérielle, devient extrêmement centrée sur des objectifs à atteindre et tout ça, et du coup, la notion de pouvoir du moi sur les objets, sur la matière, tout ça, devient extrêmement importante. D'où une espèce de, comment dire, d'ambition, d'ambition de faire plier ce qui résiste, quoi, une forme d'autoritarisme qui peut se manifester, et le goût, en particulier quand les gens sont blessés, sont humiliés, sont sous-payés, en ont marre, n'en peuvent plus, ou sont complètement envahis par des peurs, hein, parce qu'il faut pas oublier le Capricorne plus le Poisson, avec Saturne, comme ça peut faire remonter toutes les peurs les plus archaïques pour notre sécurité, la guerre, les violences, tout ça. Évidemment, quand tout ça se relie par sextile et par trigone à Uranus, il y a les solutions simplistes aussitôt, quoi. On va vous en débarrasser de ces gens-là, vous en pouvez plus, eh ben, on va vous passer tout ça au Karcher. Je rappelle les mots de Sarko, qui était prompt à vouloir combattre la criminalité, surtout quand c'était pas la sienne, voilà, de criminalité. Donc, comme beaucoup des gens, des pères lapideurs ou des moralistes, qui s'y sont... Parce que la morale, c'est quelque chose de très bien quand elle est reliée à un travail spirituel intérieur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas quelque chose de figé, qu'elle est quelque chose qui consiste en une recherche de valeurs, de principes auxquels on va se rendre fidèle, où on va essayer d'être fidèle, on va essayer d'avancer, par exemple... je sais pas moi, ça peut être le sens du service, par exemple. Le sens du service, c'est une morale possible. Est-ce que je suis capable de rendre service aux autres? Et dans ce sens du service, de m'oublier, d'oublier mes petits intérêts. Et à ce moment-là, il y a un véritable chemin qui s'ouvre vers l'âme, beaucoup plus facile, parce que dès qu'on est sur ces petits intérêts, on le voit malheureusement chez les méditants, quelquefois, ils peuvent croire que ça va, à force de méditer, ça va déboucher là-haut. Oui, mais non, si c'est bouché en bas, ça passera pas. Or, ça se débouche en bas par... je parle un peu des chakras, quoi. Ça se débouche en bas parce que tout d'un coup, le corps est mis en acte pour faire quelque chose qui va faire du bien à autrui, parce qu'on n'est pas séparé d'autrui. Donc, tant qu'on médite pour soi-même, bien que la méditation soit quand même toujours bénéfique en profondeur, ça toujours, mais l'idée que de méditer pour soi-même vient de l'ego. Donc c'est un ego déjà évolué puisqu'il essaie de méditer, mais l'idée d'obtenir des avantages grâce à la méditation pour dominer autrui ou pour devenir compétitif, ça vient, tout ça vient de l'ego. Donc là, ces aspects, si vous voulez,
Capricorne Poisson qui se résolvent dans le Taureau, c'est toujours un peu inquiétant parce que la manière de résoudre ces tensions excessives, c'est toujours dans le ressentiment, c'est de passer à la violence, c'est de passer au simplisme, au fascisme et à tous les votes pour tout homme providentiel ou toute femme providentielle qui résumerait par des mots simples la colère de tout le monde, même si en réalité, comme tous les gens qui vibrent sur cette Uranus en Taureau, donc qui vibrent avec les idées d'extrême droite ou fascistes, dès qu'ils ont le pouvoir, ils n'en font absolument rien. Au contraire, ils se gavent dans la caisse, un peu comme les néolibéraux actuels d'ailleurs, qu'on pourrait appeler l'extrême centre, donc au sens que ce sont des extrémistes de l'argent et des magouilles financières, comme on a au gouvernement actuellement. Et donc voilà, donc ça c'est ce sextile Uranus-Saturne rend un peu serré, violent, autoritaire en fait les démarches qu'on pourrait faire pour échapper à la peur, pour échapper au ressentiment. On est capable de passer une forme de dogmatisme, de violence dogmatique qui fait le lit du fascisme. Et on va évidemment dans ces cas-là trouver des boucs émissaires, des gens qui sont pas comme nous autres, qui vont résumer les frustrations du peuple, alors que si les gens sont bien payés et qui sont pas dans une compétition perpétuelle avec la peur de perdre leur place, en général ils font bien leur travail et ils n'ont pas besoin d'entrer dans le ressentiment et la violence. Ces violences arrivent parce que les gens n'en peuvent plus d'être méprisés par des espèces de... C'est un peu comme dans le film ridicule de... Je sais plus qui c'est de qui ce film? Je crois que c'est de Cavalier. Enfin, je suis pas sûr. Hein. Mais c'est un très beau film à voir, ridicule, où on voit ces espèces de petits marquis, de barons de la cour de Louis XIV, je crois, ou Louis XV, je sais plus, qui sont extrêmement imbus d'eux-mêmes. On a les mêmes actuellement en France au pouvoir. Le macronisme est une espèce de nouvelle noblesse, la noblesse du fric par rapport à la noblesse de robe ou de guerre comme il y avait autrefois. Mais ils sont arrivés aux mêmes quantités de privilèges exorbitants, les magouilles financières étant leur jeu préféré. Il y a presque aucun membre de la Macronie qui n'a pas des casseroles derrière. C'est quand même impressionnant à quel point dans d'autres pays il serait viré assez vite dès qu'on découvrirait. Non, chez nous, on revient sans arrêt. J'ai joué, j'ai perdu, j'ai été chopé, mais je reviens. Donc on n'est pas un pays exemplaire à ce niveau-là. Puis l'exemple de Sarko qui paye 15 jours seulement alors qu'il est condamné à 5 ans de prison pour des malversations terribles, qui ont quand même la complicité avec quand même des terroristes qui ont créé quand même, il y a eu, je sais plus combien, 150 morts français quand même dans cette histoire par ces gens-là, et il va faire des affaires avec eux parce qu'ils ont beaucoup d'argent, très bien, mais ils l'ont à gagner comment leur argent? Normalement, l'argent peut être sale, donc il a fini par être condamné pour cet argent sale, et pas pour tout, puisqu'il y a encore d'autres magouilles, et lui qui voulait la sévérité pour les multirécidivistes, il est vraiment multirécidiviste dans les magouilles financières, un peu comme Berlusconi, quoi. Sarko, c'est le Berlusconi français, quoi. C'est un nouveau style, quoi. C'est une nouvelle manière de tromper les autres par une apparente sympathie. Il adorait taper dans le dos aux gens, leur frotter le dos, avec la main, d'un geste extrêmement amical, quoi, avec un grand sourire sympathique, et alors que d'un point de vue purement politique, vraiment, il a tiré toute la droite française assez paternaliste, il a tiré vers une forme de fascisme, voilà, en reprenant les violons du fasciste, c'est-à-dire oui, tout de la faute des étrangers, alors que c'est un peu l'inverse, puisqu'il n'y a pas d'économie possible capitaliste sans avoir affaire à des main-d'œuvre étrangères, donc prétendre qu'ils seraient la cause du problème, c'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, il y en a qui sont assez bêtes pour y croire, donc c'est comme ça qu'avance la conscience. Elle permet à ceux qui sont ignorants de faire les expériences, et puis quand ils ont fait l'expérience, qu'ils sont bien plantés, et qu'ils ont peut-être bien planté tout le monde aussi, tout un pays, mais après ils sont beaucoup plus clairs sur ce qui se fait, ce qui se fait pas. On peut remarquer l'intelligence politique des Allemands qui s'étant plantés joyeusement, entre guillemets, de 1933 jusqu'à 1945, donc pendant 12 ans ils ont subi une espèce d'hypnose collective extrêmement dangereuse,
Et ils y ont presque tous cru. Hein. Il y a très peu de gens qui n'adhéraient pas au nazisme en Allemagne. Hein. C'est comme le nombre de gens qui n'adhéraient pas au pétainisme en France était ils étaient peu nombreux, quoi. C'était moins d'1%. Les résistants au tout début, c'était 1 pour 1000. Donc c'est dire à quel point c'était des minorités qui finalement ont fini par sauver l'idée de la France, quoi, et la France elle-même, avec des alliés quand même. Donc voilà, donc c'est cette tendance, donc pour revenir à Uranus, cette tendance à l'autoritarisme, à la violence, tout ça, elle est courante en politique, et donc il faut regarder donc cet aspect-là, il faut bien comprendre que c'est la dernière dernier aspect en signe yin avant le passage en signe yang dans un mois. Donc là, il faudra agir et il y aura une très forte action, très forte capacité d'action, y compris des gouvernants les pires. Hein. Je vous ai déjà prévenu avec les 4 cafés de l'Apocalypse, donc vous savez à quoi vous en tenir. Donc et tout se passe d'ailleurs selon ce que j'avais prévu, même si évidemment, n'étant pas clairvoyant, je suis simplement astrologue, je ne sais pas par quel détail de l'histoire ça va passer, mais disons les 4 cavaliers sont décrits tels qu'ils sont actuellement, et on voit bien que ce sont les pays autour desquels tout se passe, même si ça a l'air assez anecdotique. On se demande pourquoi la France est là alors que on fait partie de l'Europe et que la France n'a pas beaucoup d'autonomie. On se demande pourquoi voilà, la Russie n'apparaît pas dans les 4 cavaliers, parce qu'elle contient les 4 à la fois, et c'est un peu le signe de l'antéchrist, c'est un pays très mystique, hein, mais il contient très fortement la force de l'antéchrist. Quand on voit des gens qui croient que Poutine ou Trump sont des envoyés de Jésus ou du Christ pour régler les problèmes, on voit à quel point les prophéties avaient raison en disant que beaucoup de gens seraient trompés et prendraient les antéchrists, ceux qui viennent avant le Christ, donc ceux qui viennent avant la libération des forces de lumière. Ceux qui viendront avant seront de 2 sortes. Ce seront soit des gens qui l'annoncent, soit mentalement, soit carrément spirituellement. Hein. Mentalement, ça peut être comme ce que je fais en astro, quoi. C'est-à-dire, j'annonce ce qui est en train de se passer en profondeur, et c'est pas que la peur et la guerre et tout ça, c'est quelque chose qui vient, qui est beaucoup plus positif et qu'on pourrait louper si on se laisse trop hypnotiser par ces histoires de guerre. Mais il y a aussi ceux qui l'annoncent carrément, réellement, on pourrait dire, dans leur propre corps, c'est-à-dire les maîtres. Il y a énormément de maîtres d'éveillés en incarnation actuellement. Ils se multiplient comme des petits pains, et comme des petits poissons sur le bord du lac du Jourdain. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'éveillés qui révèlent l'état christique en eux, comme pour dire attention, c'est vraiment urgent de s'intéresser à ce côté profond de l'âme humaine, parce que ce qui vient vers nous, les temps qui viennent vers nous sont toujours aussi durs. Hein. Il y en a qui espéraient 2026. On fait tous des vœux en début d'année, bien sûr, mais ces vœux, c'est pour nous renforcer nous-mêmes dans nos déterminations, évoluer. Mais il faut pas croire que les karmas vont s'arrêter parce qu'on fait des vœux. Les karmas sont en route et ils doivent aller jusqu'au bout. Donc voilà pour ce qui est de ce petit triangle extrêmement serré, hein, fin Capricorne, fin Poisson, fin Taureau, des signes qui sont 2 signes de terre, 1 signe d'eau, des signes donc féminins, et qui indiquent que quelque chose, il y a un travail de fond qui se fait, peut-être une colère qui monte et qui fait que il y a une envie de renverser la table, mais qui peut être extrêmement orientée par l'ignorance en fait, ou par la peur. L'autre côté fascinant de cet aspect de nouvelle lune, qui est vraiment très riche en signification, c'est que cette nouvelle lune étant pratiquement 28-44 Capricorne, c'est-à-dire pratiquement à la fin du Capricorne, le lendemain, le soleil rentre sur le degré critique du Capricorne, donc encore un degré critique. Eh bien, cette conjonction fait une conjonction à une autre conjonction, Vénus-Pluton-Vesta, Vulcain aussi, en début Verseau. Donc là, c'est Pluton qui domine cette conjonction, évidemment, et qui agit sur Vénus. Vénus en Verseau, c'est un Vénus fraternel, c'est un Vénus qui conjoint à Pluton. Pluton, dès qu'il touche Vénus, il attire Vénus vers les sphères sexuelles, vers les sphères de désir, de désir, de volonté d'atteindre en fait des états transcendants par la sexualité.
On sait que c'est toujours très difficile, ça, parce que même si l'orgasme est un point dans lequel on touche en fait l'ouverture des nadis, des chakras, et donc on touche la structure énergétique interne, on ressent la structure énergétique interne du corps et de l'âme, surtout de l'âme dans le corps, on pourrait dire comme ça. Néanmoins, dès qu'on est trop abonné en fait à la sexualité, eh bien on va avoir tendance à vouloir y retourner par répétition. Plus on a faim d'un désir sexuel, plus on va avoir besoin de le satisfaire, évidemment. Plus on va le satisfaire, plus on va avoir à nouveau faim encore plus. Et plus à un moment donné, il y a un déséquilibre profond qui apparaît au niveau de l'âme. C'est-à-dire l'âme n'arrive plus à monter vers les hauteurs ou descendre dans les profondeurs. On est happé par cette affaire qui commande à tous les êtres humains, qui est cette fameuse affaire de la jouissance sexuelle et de l'amour. Disons que Vénus représentant l'amour conjoint à Pluton, c'est comme si la sexualité pouvait abîmer en fait par l'amour, parce que Vénus en Verseau, c'est comme l'amour amitié, c'est celui où on va fraternellement vivre ensemble, essayer de vivre ensemble. Et Pluton dit, il faut renverser par la conjonction à Mars-Mercure, nouvelle lune en Capricorne. Quand il y a une conjonction comme ça par-dessus deux signes, entre le Capricorne et le Verseau, il faut jamais oublier que c'est une conjonction négative. C'est-à-dire que Pluton agit grâce à Vénus, c'est-à-dire que l'envie de détruire ou de passer à autre chose au nom d'une nouvelle civilisation Verseau est très très forte, cette envie, c'est Vénus qui la domine. On pourrait vivre autrement, on pourrait vivre différemment, dit Vénus en Verseau, on pourrait vivre plus fraternellement, il pourrait y avoir une vraie solidarité entre les êtres humains, au lieu de cette merde de contrôle, quoi, par l'État, par le capitalisme, par l'État qui gestionnaire des gens de l'ENA, là. Cette espèce d'autorité perpétuelle, plus ou moins policière, quoi, avec Mars, il y a l'idée de policier, eh bien, on a envie de se libérer de ça, on a envie d'une humanité plus libre, mais il y a cette contradiction très forte entre ce qui est en Verseau, ce qui est en Capricorne. On pourrait dire d'un côté ce que l'État impose comme manière de faire, et de l'autre côté ce que les peuples, le Verseau, la démocratie demanderait de faire. Et cette conjonction est négative dans le sens que Pluton va dominer toute la conjonction, pour résumer. Et donc amener en fait les énergies de révolte à descendre, soit d'un point de vue sexuel dans quelque chose de trop tendu, de trop en recherche de quelque chose d'excité, quoi, soit d'un point de vue politique, ça peut être aussi une excitation par camaraderie, par solidarité, une excitation qui peut aller jusque des actes violents ou presque terroristes, ou des actes policiers complètement, des répressions trop violentes, ou l'un ou l'autre. Avec les paysans, il n'y a pas que les policiers. Quand c'est les écolos, c'est bien gentil, ils font des sittings, les policiers peuvent taper dessus, mais là ils rigolent moins quand ils sont face aux paysans, parce que eux, ils sont quand même assez violents. Malheureusement, ils sont souvent noyautés par la FNSEA, qui est en fait le bras armé des lobbies agricoles, des lobbies d'agrochimie. Donc ceux qui ont intérêt à renforcer toujours plus la présence de pesticides et d'insecticides, qui sont tous cancérigènes, c'est prouvé depuis longtemps, dans l'alimentation humaine. Donc ces braves gens se battent pour leur droit à avoir au moins un salaire en bossant. On est un peuple de petits paysans. Il n'y avait pas ces problèmes dans le Montana ou en Ukraine, où il y a des champs immenses qui font des centaines d'hectares. On a quelques-uns dans la Beauce, parce que la géographie permet, mais en France, il y a énormément de gens qui habitent dans des terrains agricoles plus vallonnés, plus avec des bocages et tout ça. Il y a eu le remembrement en Bretagne, ils ont essayé de faire ces grands champs aussi, mais ça a amené une catastrophe parce qu'il pleut beaucoup, donc ça a lessivé les terres, puis donc ça a augmenté la consommation d'agrochimie et la disparition d'espèces animales. Enfin bon, c'était une catastrophe, mais disons que toute la politique agricole a toujours tenté de moderniser l'agriculture pour sortir de cette paysannerie un peu gauloise là, et puis l'amener vers une espèce d'industrie, des industriels et des exploitants agricoles qui sont des industriels,
Et il y en a qui sont très fiers de ça, d'en approcher, mais la plupart, la grande majorité des paysans sont, ce que dit pas mal la Confédération paysanne avec José Bové, ils essaient de défendre la paysannerie plutôt que l'exploitant agricole qui pense la terre comme une usine à faire soit de la viande, soit du blé, alors qu'en fait il y a un rapport à la terre qui peut se penser différemment. Bon, là évidemment avec Uranus en Taureau comme ça dominant, on va pas forcément vers les meilleures décisions, puisque comme je dis, ça peut être d'ailleurs le nouveau syndicat agricole, que je ne sais plus comment il s'appelle, coordination rurale, c'est ça, et quand même penche énormément à l'extrême droite. Hein, et donc, donc l'extrême droite, c'est des gens qui se font totalement avoir par le populisme, c'est-à-dire le populisme, c'est pas comme le disent Macron, tout ça, d'un côté l'extrême gauche, Mélenchon, de l'autre côté l'extrême droite, Marine Le Pen. Non, non. Le populisme, c'est pas les gens qui agissent pour le peuple. Par définition, le populisme, c'est quand on manipule le peuple en lui faisant croire qu'il va avoir ce qu'on lui promet, et qu'on fait l'inverse, c'est-à-dire on se sert, on prétend être le bras armé du peuple, comme on fait Hitler, Mussolini, ces gens-là, alors qu'en fait on n'en a rien à foutre, on veut surtout son pouvoir personnel. Donc alors que les mouvements populaires, qui sont à gauche souvent, ne sont pas populistes, puisque quand on a la chance d'avoir le pouvoir, en général, c'était pas le cas de Hollande, on peut faire une grosse exception pour Hollande, mais en général, ils font des efforts pour essayer de donner au peuple ce qu'ils lui ont promis. Donc c'est pas du populisme, même s'ils ont promis au peuple des choses, c'est pas parce qu'on promet au peuple des choses qu'on est populiste. On est populiste à partir du moment où ce qu'on promet, on fait exactement l'inverse, ce qui est le propre des extrêmes droites, systématiquement. Il suffit de regarder comment ils votent à l'Assemblée européenne, c'est systématique, ils sont toujours en train de voter à l'inverse de ce qu'ils disent dans leur publicité, enfin dans leur programme, en face des gens, quoi. C'est le populisme, c'est ça. Évidemment, ça a commencé avec le général Boulanger, tout ça en France, c'est presque une invention française, et c'est assez dangereux. Et quand Uranus est dominant comme ça, avec un milieu du ciel qui est en Gémeaux en France, on a là aussi une conjonction négative entre Taureau et Gémeaux, et évidemment, ça fait penser au fait que le problème posé est réel, mais que la solution proposée est complètement fausse et va toujours dans le même sens de renforcer l'agrochimie, tout ça, parce que les agriculteurs en ont marre d'être maltraités par les écologistes, mais bon Dieu, mais ils sont pas maltraités par les écologistes, au contraire, ils sont maltraités par les pouvoirs en place, et le fait qu'on réussi à leur faire croire ça, c'est une manière de les manipuler encore plus profondément. Donc ils vont rentrer contents chez eux quand ils auront obtenu ce qu'ils veulent. Or ce qu'ils veulent est exactement le moyen qu'a mis au point le pouvoir pour les faire encore plus souffrir. Puisque le but du pouvoir, c'est quand même qu'il y a une bonne moitié de ces agriculteurs qui meurent, qui disparaissent, pour faire des terrains beaucoup plus grands et pour se rapprocher des exploitations soi-disant plus rentables à l'américaine ou à l'ukrainienne. Voilà. Bref. Donc on voit que c'est un jeu de dupes total. Quand le pouvoir aura cédé, leur aura donné ce qu'il demande, il donnera pas ce que la Confédération paysanne demande, évidemment. Il donnera ce que la coordination rurale demande, c'est-à-dire exactement le catéchisme imposé par les grands fabricants de produits de pesticides, d'insecticides, qui sont en fait la cause de l'augmentation énorme des cancers dans tous les pays occidentaux depuis une bonne quinzaine d'années déjà. Hein. C'est une catastrophe. Regardez autour de vous, la plupart des gens meurent de cancer. Plus personne ne meurt naturellement. Donc on a bien un problème dans l'alimentation et même dans l'atmosphère, et la disparition des oiseaux, la disparition des animaux, et toute la biodiversité qui fout le camp à cause de ces poisons qui sont déversés en quantité énorme et qui continueront, même quand on s'arrêtera, qui continueront à polluer les terres et les eaux de surface pendant des années et des années. Donc on va avoir la race humaine en fait occidentale va être profondément abîmée. D'ailleurs, il y a déjà certaines jeunes personnes qui ont été élevées un peu au McDo, tout ça, ont déjà des problèmes de fertilité extrêmement forts parce qu'ils ont, en mangeant ces viandes bovines et tous ces produits raffinés, pain blanc, croissant, tout ça, toute la bonne tradition française qui n'a plus rien à voir avec la tradition française. C'est des produits ultra raffinés, ultra transformés, et évidemment, ils abîment tellement la santé que
ces corps-là seront bientôt même plus capables de se reproduire, ce qui n'est pas un mal, puisqu'ils risqueraient de fabriquer plus d'enfants malades dès la naissance. Ce qui arrive très souvent aussi, actuellement, les jeunes mamans, toutes fières, mettent des enfants au monde, puis après ils sont toutes déçues parce que ah là là, il a tel problème, ou il est asthmatique, et tout ça. Ça arrive très très souvent maintenant. Ou alors il est autiste, tout ça. Et évidemment, il y a des causes à tout ça. C'est souvent la présence de produits chimiques qui ont été mis dans l'alimentation ou injectés. Bref, voilà. Donc c'est assez dramatique tout ça. Et donc les réactions, on pourrait dire épidermiques, ne servent à rien, quoi. Il faut repenser tout ça, et c'est les moments dans cette nouvelle de repenser tout ça en profondeur. Bon, bah, j'ai fini avec cette surface, en gros les aspects de surface. L'ascendant Vierge étant l'ascendant étant le signe de la France, la Vierge. On a forcément cette nouvelle va être extrêmement parlante en France, et on va entendre parler de la France dans le monde entier, ce qui correspond au 4 cavaliers de l'Apocalypse. La France étant reliée à l'idée de sécurité des populations. Et cette sécurité des populations peut aboutir à une forme de totalitarisme maternel, on pourrait dire maternant. Alors que le totalitarisme juste en face de la Chine est un totalitarisme masculin, si on veut, c'est-à-dire de l'armée, l'obéissance, le parti, tout ça, tout ce qui est l'hyper-totalitarisme et le collectivisme, quoi. Donc là, c'est plutôt, en France, c'est plutôt l'individu, qui va pleurer à son médecin, puis on va lui donner des arrêts maladie parce que et on va le prendre en charge, voilà. Et en même temps on va jamais lui dire qu'il doit modifier son alimentation, parce que comme si ça avait aucun rapport avec la maladie, donc on va lui donner des antibiotiques et tout ça, et la pauvre personne va être de plus en plus malade, qui fait que les gens arrivent à 50 ans, les patrons veulent plus les prendre. Alors on peut dire mais ils sont cons, ils ont plein de connaissances, oui, mais en général ils sont malades, et les patrons le remarquent. Pourquoi ils sont malades? Parce que en France, il y a cette auto-hypnose de la bonne bouffe française, ce qui est une erreur fondamentale, parce que toute nourriture, comme toutes les nourritures occidentales, contiennent énormément de produits carnés, et sont absolument pas une bonne nourriture. Alors les gens qui mangent moins, qui sont moins intéressés par la bouffe, s'en sortent mieux, et ceux qui sont trop intéressés par les produits carnés, se retrouvent malades beaucoup plus tôt que prévu, puisque c'est, comme je le répète très souvent, c'est pas fait pour l'être humain. Le fait que l'on mange 50 fois plus de viande qu'il y a un siècle et quelques, avant la Première Guerre mondiale, le corps ne mutant qu'au bout de plusieurs siècles, même dizaines de siècles, l'ADN humain n'est pas construit pour digérer une telle quantité de cadavres. Même si à l'origine on est l'Homo sapiens, même avant Sapiens, le Néandertal, tout à fait au tout début, c'était des charognards, comme les chiens. Ouais, c'est pour ça qu'on a très vite apprivoisé les chiens, parce que c'était des copains qui bouffaient les cadavres avec nous, quoi. Donc il y avait du charognage pas mal, mais aussi sur une grande partie de l'humanité qui vient d'Afrique, un régime végétarien, donc fruits, légumes, comme les grands singes qui sont en Afrique, parce que ça poussait bien là-bas. Les charognards, surtout quand l'humanité a migré vers des pays plus froids, il y a une nécessité de commencer à manger plus de viande. Le côté chasseur n'apparaissant que quand il y a pénurie, soit à cause des changements climatiques, soit à cause du déplacement des populations, pénurie dans l'abondance de végétaux que représente par exemple encore la forêt vierge amazonienne, où on voit ils font des jardins dans la forêt, ils bougent, ils nomadisent, puis ils reviennent 10 ans après à l'endroit où ils avaient planté, puis hop, il y a plein de fruits. Puis petit à petit, c'est pas du tout une forêt sauvage, c'est une forêt jardin, on pourrait dire. Et donc les premiers hommes ont pris ces habitudes de faire des forêts jardins partout, dans les forêts, dans les brousses, dans lesquelles ils habitaient, où ils nomadisaient. Voilà, donc je referme cette grosse parenthèse, parce que l'Uranus Centauro représente également la nourriture, et il est temps qu'on arrête cette espèce de grands massacres, parce que justement ça fait partie de cette montée du fascisme. On sait que la consommation nous rend agressif, et donc ça fait partie de cette montée du fascisme, faire couler le sang amène fort. Il y avait un voyant qui disait il y a 1/8 du sang des animaux qui a coulé, quoi, pour rien, puisqu'on peut se nourrir sans les tuer, et qu'ils n'ont pas demandé à mourir.
cette violence, il y en a un huitième qui va devoir être du sang humain versé. C'est une équivalence qui est donnée par certains médiums au niveau de karmique de la souffrance répandue. Donc à chaque fois que on fait couler les sangs parce qu'on achète des morceaux de viande au supermarché, alors ils sont sous le fond, on ne le voit pas, mais on demande à quelqu'un, forcément si on l'achète, on demande à quelqu'un de le tuer pour nous. Et alors cette personne ne veut pas l'avoir, mais cette personne souffre énormément, parce que c'est très dur de tuer les animaux, c'est un boulot infernal. Infernal au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il y a des énergies qui se transportent, qui sont des énergies de peur, de haine, de violence, parce qu'aucun animal ne se laisse faire au moment de tuer, il est paniqué, enfin bref, c'est une horreur. Et on demande, celui qui paye un tueur à gages pour faire un meurtre est quand même tout aussi coupable, même plus que celui qui fait le meurtre, parce que le pauvre mec qui fait le meurtre, parce qu'enfin il va pouvoir une somme de fric qu'il n'aurait pas autrement, à la limite il est moins coupable que le riche bourgeois qui dit tu vas tuer cette personne-là et je te donnerai 10 000 euros. Voilà. Donc c'est celui qui paye pour un meurtre est plus coupable encore que celui qui fait le meurtre. Donc il faudrait pouvoir faire le meurtre soi-même si on veut manger de la viande. Et si on n'arrive pas, ça veut dire qu'on n'a pas le tempérament ou le type de nature pour manger de la viande. On devrait donc s'en passer totalement. Donc voilà, je referme cette grande parenthèse qui est toujours très importante et qui est prise pas assez au sérieux par les Occidentaux, qui se laissent 50 raisons d'arrêter de manger des animaux, et une seule, de continuer à les manger, c'est l'habitude, c'est tout. Or l'être humain n'est pas fait pour répéter les habitudes, il est fait pour évoluer. Et c'est une grande clé d'évolution. La plupart des gens que j'ai vus évoluer très vite spirituellement étaient passés par cette phase initiatique et tout d'un coup basculé dans le végétarisme. Tous. Les gens qui accèdent à des états élevés de conscience et qui mangent de la viande sont beaucoup plus rares. Alors évidemment, comme il n'y a pas de loi pour tout, chaque loi qui peut exister peut être le divin ou la conscience joue à la renverser. De même que j'ai entendu dire qu'il y avait une nana qui était prostituée qui s'est éveillée parce qu'elle vivait son métier dans un amour total. Bon, ça surprend beaucoup de gens qui sont, je sais pas, ou qui se pensent des bons chrétiens ou des bons bouddhistes, tout ça. Oui, pourquoi pas. Le divin nous montre tout le temps. Regardez, ce sont pas les apparences qui comptent, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Voilà. Mais néanmoins, le fait de ne pas participer à des meurtres, de ne pas tuer, de se tenir à ce principe-là, augmente beaucoup la force spirituelle intérieure et enlève surtout beaucoup de toxines dans le corps. Donc on vit aussi plus longtemps et en meilleure santé. Donc ça laisse plus de temps pour finir sa démarche spirituelle et faire quelque chose de bien de sa vie. C'est toujours con de mourir prématurément. Voilà, donc ça c'est pour la France, la Sainte Vierge. Donc moi très important pour la Vierge, où on va se confronter comme ça au capitalisme. Alors je vais vous faire un petit résumé un petit peu quand même des sextiles qu'il y a. On a un sextile exact Saturne-Uranus. Il a lieu, je crois, le 21. Donc quelques jours après, puisque c'est le 18. 3 jours après la conjonction le sextile Saturne-Uranus est exact. Et c'est un sextile uranien, donc on pourrait dire que c'est doublement uranien. Et ça caractérise... alors, c'est le dernier sextile avant la conjonction suivante, qui aura lieu encore dans pas mal d'années. Mais ce qui compte, c'est toujours de regarder dans un cycle, puisqu'on est au dernier sextile, c'est que Saturne a parcouru tout le cycle en partant de la conjonction avec Uranus qui a eu lieu en 1988. Vers 28 degrés du Sagittaire, donc à la fin du Sagittaire. On peut voir que Saturne est carré à cette conjonction de départ, puisqu'il est à la fin du Poisson. Mais ce qui est important, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui est en train d'aboutir à une prise de conscience générale? Qu'est-ce qu'on a compris de ce cycle? 88, il faut qu'on ait compris, c'est le moment où il faut mettre en place de manière finale ce qui a été compris pendant ce cycle, avant d'en démarrer un autre qui aura lieu bien plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé en 88? Je rappelle juste des mots-clés, ça va vous aider à comprendre, parce que c'est le point germe de cette conjonction en 88. Alors, c'est la naissance du GIEC. Il y avait eu déjà des scientifiques avant qui avaient fait des comparaisons entre eux, qui avaient discuté entre eux, et je me rappelle avoir recommandé dans certaines conférences que je faisais en astro dès 87, j'avais déjà recommandé que les scientifiques de différentes branches arrêtent d'être séparés dans des boîtes étanches, de disciplines universitaires étanches, et qui commencent à faire
de l'interdisciplinarité, parce que c'était que comme ça qu'on verrait que la grande clé de l'avenir, c'est l'écologie et rien d'autre. Même si on peut faire quoi que on peut penser ce qu'on veut, gauche, droite, tout ça, mais sans écologie, on mourra tous. Donc c'était vraiment l'époque qu'il fallait penser ça. Et le GIEC est créé à ce moment-là, en 88. C'est le moment où en même temps il y a les vaches folles. C'est marrant parce qu'en ce moment on est au sextile et il y a une histoire de maladie de la vache où on abat des vaches. Donc on peut remarquer le GIEC, on peut voir que on est au maximum pendant l'aspect en ce moment en train de se poser la question qu'est-ce qu'on fait par rapport au changement climatique et ça dure toute l'année, c'est sextile, Saturne, Uranus. Donc on va encore voir ça cet été, malheureusement. Donc les vaches folles, ou les vaches qui ont cette maladie là, que je sais plus comment, bulbaire, je me rappelle plus trop le nom, bref. Avec pareil, la question qui se pose, comment que ça se fait que ces vaches deviennent folles? Eh bien parce qu'elles mangeaient des produits animaux, donc l'énorme système de raffinerie plus ou moins chimique qui remplace la vraie nourriture, ce qui fait que si vous, et Rudolf Steiner l'avait dit bien avant, si vous donnez à manger à des vaches pour leurs vitamines, pour leurs minéraux, ce qui est issu de cadavres, eh bien elles attraperont une maladie que ça les rendra folles. Il avait deviné ça dès le début du XXe siècle. C'est le moment où sont mis au point on est en Sagittaire, donc on a une générosité de mise en place des choses. On met en place le RMI, le revenu minimum d'insertion, c'est-à-dire il faut que les gens qui n'aient rien puissent quand même survivre, sinon c'est évidemment ils vont être forcés d'être délinquants. C'est un peu comme Jean Valjean, Les Misérables, c'est le type qui vole qui vole un pain puis qui est envoyé aux galères, quoi. Il faut éviter ce genre de jusqu'au boutisme. Donc le capitalisme à ce moment-là français, qui est que Mitterrand vient d'être réélu, quoi. Ils mettent au point cette protection, cette sécurité, hein, toujours le côté maternant de la République française. Et pour finir, c'est ça, il y a l'ISF, un peu sur la fortune, qui était une idée géniale, qui consistait à prendre là où il y a des excès pour boucher les trous. On peut remarquer que au moment du sextile, on a à nouveau cette proposition, ça avec la taxe Zucman, alors beaucoup moins exigeante que ce qui existait avec Mitterrand. C'était un extrémiste, hein. Maintenant il serait vu comme un extrémiste de gauche, hein, un trotskiste, hein. À l'époque, parce que 2% sur les énormes bénéfices que font et seulement les quelques 500 milliardaires, quoi, c'était rien du tout, quoi. C'était vraiment rien du tout. Et même ça a été refusé. Donc on est loin de cette époque-là où a été voté l'impôt sur la fortune qui touchait beaucoup plus de gens, mais uniquement des très riches, pas celui qui se construit une maison parce qu'il a mis de côté à la caisse d'épargne, hein. Ça n'avait rien à voir. Maintenant on raconte n'importe quoi, sur ces histoires de taxes. Ça va les faire fuir, mais non. Enfin bref. Alors à Alger, il y a Arafat qui fait l'indépendance de la Palestine. C'est marrant parce que là on est en plein avec l'histoire de Gaza sur une nécessité de résolution complète de cette histoire de la Palestine. Et comme par hasard, dans le dernier sextile, on revient à l'idée qu'il faut deux États, qu'il faut qu'un État palestinien. Parce que sinon, c'est l'écrasement total. Et évidemment, c'est ce que Israël ne veut pas. Alors, il y aurait eu la possibilité qu'il y ait un seul État qui soit démocratique et tout ça, mais le sionisme plus ou moins nazi de Netanyahou n'est pas du tout en accord avec une idée de démocratique, de tolérance, tout ça. Donc ça renforce les tensions entre ce qui va être d'un côté le Hamas, de l'autre côté de Netanyahou, c'est-à-dire un peu les deux têtes de l'hydre, quoi. C'est-à-dire d'un côté un islamisme radical, de l'autre côté un sionisme radical, et donc pas du tout l'idée de faire un pays Israël qui puisse être un pays là où il y a Jérusalem, c'est-à-dire la ville sainte, celle où toutes les religions du monde se rencontrent, hein. Enfin les trois religions du livre en tout cas se rencontrent. Donc c'est ce pays à l'intérieur de ses frontières l'occasion de montrer le plus bel exemple de tolérance. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'inverse, c'est l'horreur à la place. L'horreur d'une espèce de nazisme extrême, une espèce de Shoah, de revanche, quoi,
organisé par ceux qui en avaient été victimes 80 ans plus tôt. C'était l'attentat du Boeing du Kadhafi. C'est marrant parce il y a eu le procès de Sarko qui a repris ce sujet-là, puisque Sarko a été financé sa campagne de 2007 qu'il a gagné grâce à l'argent de Kadhafi, qui était en faisant alliance avec les terroristes qui sont eux-mêmes les responsables de cet attentat qui avait fait 250 morts. Voilà, donc voilà les sujets de ce sextile Saturne-Uranus. Donc on peut voir que il faut qu'on arrive, Saturne-Uranus, à des décisions claires, vachement précises, radicales, mais avec Uranus, sur la nature, GIEC, pour protéger les climats, sur l'élevage des bêtes dont j'ai parlé un petit peu, le trop de bestioles, trop de consommation de viande, ce qui fait qu'on arrive à marcher sur la tête au niveau de la manière dont on les nourrit, dont on les soigne, dont on les vaccine, enfin, il y a un ensemble dont les antibiotiques et tout ça. Ça devient, c'est trop, quoi. Il y a trop de population animale sur le territoire français. Alors, l'autre aspect, c'est Saturne-Neptune. C'est Saturne conjoint Neptune. Alors là, on est vraiment à la fin du cycle. Quel est ce cycle? Ce cycle, pareil, alors est-ce qu'on l'a réussi ou est-ce qu'on l'a pas réussi? Ce cycle a démarré en 1989, à 11 degrés Capricorne. Donc là, on reparle du Capricorne, on est bien sur un sujet de structure collective, et c'est la chute du mur. Hein. Alors, c'est la chute du mur en Europe, c'est-à-dire ce qui va impliquer la chute aussi du système de l'URSS, mais en Chine, je rappelle, c'est la place Tiananmen, un massacre des étudiants en révolte qui voulait amener à une modification de la structure du parti chinois, parti communiste chinois, pour l'amener vers plus de démocratie. Et la réponse a été un massacre effroyable. Voilà, on a réprimé dans le sang toute idée de démocratie en Chine. Intéressant, donc on va reparler avec Saturne-Neptune forcément d'un côté de tous les pays qui se disent encore communistes. Bon, il y a que la Chine, la Corée du Nord, et puis on va reparler de la Russie, puisque c'est comme à l'époque où la clé de la destruction de l'URSS, qui était le deuxième pays le plus puissant, va dégringoler complètement, et c'est là que s'origine l'idée de revanche de Poutine, la hargne de revancharde de Poutine, qui veut récupérer tout ce qui était l'empire stalinien. Bah évidemment, il n'y arrive pas, parce que c'est un peu difficile, mais bon, l'envahissement de l'Ukraine, c'est bien ça, c'est pas pour libérer deux, trois Russes dans le Donbass, qui n'étaient pas du tout enfermés, mais enfin bref, tout ça c'est des manipulations. Mais parce qu'on peut très bien, il y a l'exemple des Bretons en France, on peut très bien être minoritaire et puis s'adapter à un pays sans trop de heurts ni sans trop de terrorisme, si le pays occupant se comporte bien. Il y a cette condition-là aussi, ce qui n'a pas forcément été le cas toujours des Ukrainiens non plus. Mais bon, c'est quand il y a des tensions comme ça, c'est normal, hein, ça peut se gérer démocratiquement, mais s'il n'y a pas de démocratie, évidemment, ça se gère pas. Donc ce Saturne-Neptune, c'est l'écroulement du système soviétique sur 11 degrés Capricorne, qui va créer aussi les conditions d'une autre Europe, hein, puisque il y aura la réunification de l'Allemagne, et donc l'idée que l'Europe, peu de temps après, s'agrandira très fortement, on passera de 12 à 27 ou je sais plus, ou 24, je sais plus, enfin ça a été progressif, mais en tout cas les pays de l'Est ont été absorbés aux environs de 95, on va y venir. En tout cas là il y a l'idée de, voilà, il y a les structures du monde changent complètement, la bipolarité États-Unis-Russie s'arrête, et il y a cette erreur un petit peu stupide des Américains, des Occidentaux, de croire on a gagné, puisque les Américains étaient obsédés par la lutte contre le communisme. C'est ça qui comptait pour eux. Ben, ils n'ont rien gagné du tout, parce que la Chine continue. Et surtout, le fait d'avoir eu cette idée de gagner et d'humilier les Russes n'a fait que créer, comme les Alliés avaient humilié dans le wagon de Rotonde l'armistice de 1918 avait humilié les Allemands pour leur dire on va vous faire payer cher le fait de nous avoir attaqués. L'humiliation a entraîné la revanche. Et Hitler, ben là c'est pareil, l'humiliation a été, les Américains ont créé une espèce de pillage capitaliste de tous les systèmes soviétiques, qui contenait des choses intéressantes, pas du tout au niveau démocratique évidemment, c'était une horreur,
mais au niveau des les appartements collectifs, les loyers très très bas, le fait que tous les services publics étaient extrêmement normaux, quoi, installés, quoi. Il y avait des choses qu'on ne payait pas, quoi, que tout le monde avait droit à un minimum, quoi, des choses comme ça. Comme c'était quand même une dictature assez violente, jamais on ne disait ces avantages-là, parce qu'il fallait surtout dire que le communisme avait aucun avantage. Et pourtant, les gens dans plein de pays du tiers-monde avaient voté communiste, où on renversait, on pensait au Vietnam, au Cambodge, on renversait des, des systèmes coloniaux avec l'espoir que le communisme les libérerait. Donc s'il y avait autant d'attrait dans le communisme, c'est pas que qu'il était que dictatorial, c'est qu'il y avait quand même, il donnait au peuple affamé, il leur donnait à manger, quoi. C'était ça la grosse différence avec le capitalisme. Voilà, donc la place Tiananmen, donc c'est cette horreur. On peut penser aussi, en même temps, la place Tiananmen, évidemment, le Dalai Lama reçoit un prix Nobel. Alors, il faudrait peut-être s'intéresser aussi à ce qui se passe en Chine avec les Tibétains, qui sont les produits chinois sont pas chers. Grâce à quoi? Grâce au fait que c'est soit les Tibétains, soit les Ouïghours qui les fabriquent, mais y compris des enfants qui travaillent, comme dans les livres de Dickens ou d'Émile Zola. Il y a une horreur écologique, une horreur sociale qui permet de tirer les prix vers le bas en ne payant tout simplement pas les gens, en les réduisant alors pas à l'esclavage ni à mourir de faim, puisqu'il faut quand même les nourrir, sinon ils ne produisent plus, mais juste ce qu'il faut pour qu'ils puissent continuer à bosser pour pas grand chose. Donc ça, c'est des systèmes chinois qui permettent ces prix. Donc de même que il faut boycotter le plus possible la consommation de viande pour qu'on puisse revenir à une agriculture plus normale, eh bien, il faut boycotter aussi tant que vous le pouvez, parce que dans certains domaines, il n'y a même plus de produits qui sont pas chinois. Dans tout l'électronique, tout ça, ils savent certainement faire pas cher des petits gadgets électroniques. Évidemment, ils sont les seuls ils ont le monopole du marché pratiquement. Et puis de l'obsolescence programmée par la même occasion. Donc, mais dès qu'on le peut, faut vraiment essayer de boycotter ces produits venant de la Chine, parce que ou de tout pays qui organise sciemment. En Inde, il y a ça aussi, hein, avec la fast fashion et tout ça. On avait vu l'incendie d'une manufacture de vêtements où c'était véritablement de l'esclavage. C'était au Bangladesh, quoi. Donc il y a des pays comme ça qui organisent une espèce d'esclavage, quoi. Et il faut essayer d'arrêter ça en militant pour que ça n'ait plus lieu. Donc, est-ce qu'on a compris donc la leçon du communisme en 1900, donc on est en 2026. C'est ça que nous pose la question. C'est le moment de comprendre, est-ce qu'on a compris ce que c'est? Et est-ce qu'on a compris ce que c'est que la relation, par exemple, entre le Tibet et la Chine, entre une religion matérialiste et une religion, disons, mystique, ça pose cette question-là aussi avec Saturne-Neptune. Et la modernité est-elle uniquement matérialiste, ou est-ce qu'elle peut, comme l'a fait le Dalai Lama, être répandue partout en amenant des tas d'occidentaux à comprendre la beauté justement du message du Bouddha? Donc il y a des choses là où on est-on maintenant à partir de 89 sur ce bouddhisme qui est, ou sur parce que le Dalai Lama n'était pas récompensé en tant que bouddhiste, il était récompensé en tant que le prix Nobel de la paix, en tant que modèle de tolérance face à la violence, quoi, qui était manifestée par certaines puissances, par la puissance chinoise en particulier. C'est aussi l'invention du web en 89. On sait le succès que ça a eu. Alors où en est-on? Là, avec l'intelligence artificielle, on est à un nouveau stade évidemment de ça. Voilà. Donc c'est le moment d'un bilan complet, et il y a une nouvelle société qui, si on a bien compris les questions que je viens de poser, on pourra démarrer une nouvelle société. Évidemment, vous comprenez bien en m'écoutant que on voit dans les événements que c'est pas vraiment compris, et dans ce cas-là, quand on n'a pas compris un cycle, on se condamne à le recommencer. Donc c'est un peu embêtant, parce que c'est quelque chose qui a lieu depuis plus de 30 ans, 40 ans même, bientôt. Et donc, ça pose la question en 40 ans, on n'a pas compris ça, on va se condamner à recommencer à nouveau pour un nouveau cycle
42 ans, c'est quand même embêtant. Alors, ensuite, j'ai dit 42 ans, oui, je me trompe un peu, c'est 37 ans, oui, c'est ça. Alors, ensuite, le dernier cycle, alors celui-là est très très important pour toute l'histoire de la civilisation, c'est celui qui a lieu en 1993 et qui est l'État palestinien, alors, qui est créé avec Rabin et Arafat, mais c'est aussi celui qui va présider en fait à l'institution de l'Europe, hein, et de l'euro et de l'Europe, tout ça, toute cette organisation de nouvel État fédéral européen sur le modèle du système américain, qui s'installe à ce moment-là, puisque les Américains ont gagné, on va dire, en 89. C'est la traduction qui est faite de cette fin d'une dictature. C'est très dommage comme traduction, c'était complètement idiot, parce que c'était l'humanité qui avait gagné. Au lieu de ça, on a dit c'est les Américains qui ont gagné, c'est le capitalisme qui a gagné. Alors, le capitalisme, il continue ses ravages, il a rien gagné du tout. Et il nous a pas fait gagner, nous, en tout cas. En tout cas, l'idée qu'il y a un État palestinien à nouveau qui est proposé à Oslo, par la rencontre Clinton, enfin, alors c'est un faux accord, parce que ce que voulaient les Palestiniens n'a pas été totalement donné, ce qui aurait permis de résoudre qu'il y ait plus de paix, mais on s'est arrêté aux exigences de Rabin, qui était qui était un militaire aussi, et comme tous les militaires israéliens, et c'était pas un tendre. Et Arafat non plus n'était pas un tendre, puisqu'il était l'auteur avant qu'il soit entendu en tant que politicien habile et rusé, il a été aussi un terroriste. Donc, mais disons qu'il avait compris comment il fallait faire dans son vieillage. Et donc, on aboutit à cet accord pour un État palestinien à ce moment-là, à Oslo, en 93. Donc ça, c'est une date très importante. Et on peut remarquer qu'en 93 également, Apollon, la planète hypothétique que j'ai découvert, que j'utilise, rentre en Vierge au mois de décembre. Donc c'est un moment très constructeur pour l'humanité, et c'est là que l'Europe va commencer à se construire, et que normalement la solution à deux États va commencer à se construire si on la laisse faire en Israël. On peut remarquer aussi que le web s'épanche de plus en plus. C'est l'année où tout le système de la Silicon Valley s'installe, avec Google et tout ça. Et donc on a vraiment une nouvelle civilisation qui apparaît. Alors quand on regarde la dernière conjonction Uranus-Neptune, toujours pareil, il faut toujours regarder la dernière pour voir où est-ce qu'on en est. Elle a eu lieu en 1821, je crois. Je dis ça de mémoire. Et c'est la doctrine Monroe pour les Américains. Tiens, c'est marrant, la doctrine Monroe, c'est ce que revendique à nouveau Trump. Et c'est l'apparition en 1821 de la civilisation industrielle. Le chemin de fer, la machine à vapeur, les rails, l'accélération des transports en tout genre, et puis l'utilisation des combustibles fossiles, que ce soit le pétrole, le charbon en grande quantité. 1821, tout marche, tout va marcher avec des combustibles fossiles qui vont permettre d'avoir à disposition une énergie énorme, puisque par une bagnole, en se déplaçant, génère l'énergie que génère environ une centaine de corps humains à la fois. Donc ça change complètement le rapport de force. Le tracteur permet de labourer plusieurs hectares, alors qu'il aurait fallu des centaines de gens pour faire la même chose. Bon, bref, voilà. Apollo rentre en Vierge, c'est aussi le début de l'écologie vraiment plus militante, bien qu'elle existait bien avant, bien sûr, Greenpeace et tout ça, mais là, c'est les années où Greenpeace se fait mieux connaître, où l'écologie commence à rentrer vraiment dans la politique et tout ça. Et Apollon rentre en Vierge, pose la question, attention, il va falloir que cette question rentre partout dans la politique, parce que sinon, la politique capitaliste en elle-même, par sa structure même, est anti-écologique. Elle va vers la destruction de la planète. C'est un peu ce qu'on voit à nouveau avec Trump, maintenant. C'est-à-dire que il veut exercer une force uniquement capitaliste. Résultat, il est en train de détruire toutes les avancées possibles, les accords qu'on pouvait faire entre tous les pays du monde pour essayer de faire un effort pour sauver la planète. Il est en train de chier dessus, comme on dit, comme le montre son espèce d'horrible petit film fait en intelligence artificielle, dans lequel on le voit tout fier. C'est lui qui l'a voulu, hein, tout fier au volant d'un avion qui balance des tonnes de merde sur des manifestants pour dire je vais vous chier dessus. Parce que tous les manifestants, les écolos,
les savants du GIEC, tous ceux qui sont pour les droits des femmes, les droits des Noirs, tout ça, pour lui, c'est une sous-humanité. Seule est valable l'humanité des forts, et donc il renoue totalement avec l'idée forte du fascisme et du nazisme, sans aucun complexe, à l'américaine. L'autre aspect dont je voulais parler aussi, c'est l'aspect Jupiter-Proserpine qui a eu lieu plutôt au mois d'août 2025, donc on est un peu au-delà, mais il est encore en ordre, donc je voulais en parler quand même, parce que là, cette conjonction, elle est en face de cette double conjonction rétrograde en Cancer, et on peut remarquer que on peut chercher aussi, je veux dire, quelles sont les conjonctions Jupiter-Proserpine précédentes. Proserpine étant une planète hypothétique et très très intéressante à étudier, dont les éphémérides sont donnés sous le nom de Corée, dans K-O-R-E, dans Corée, la 10e planète, d'un bouquin de Robert Amblin qui a servi de modèle pour dans le logiciel Aureas, dont je fais la publicité parce qu'il est vraiment très bien. Je touche rien, hein, mais je m'en sers pour mes thèmes. Eh bien, ce logiciel appelle Proserpine Corée. En fait, il faudrait l'appeler Proserpine réellement, parce que le Proserpine qui est donné ne donne... Enfin, c'est pas le vrai nom du tout, donc c'est un peu dommage. C'est une erreur qui a été faite en astrologie et qui continue à être recopiée. Parce que les astrologues ont tendance à être un peu trop respectueux de la tradition, alors qu'en fait, c'est pas une tradition authentique, l'astrologie. C'est une science en évolution, comme toutes les sciences, donc il ne faut pas rester accroché à l'émettre. On dit que, comme le font un peu les astrologues hindous, là, ils sont... mon maître en astrologie, bon, d'accord, faut savoir respecter les maîtres, mais au point de plus évoluer, de pas chercher de nouvelles solutions, c'est un peu dommage. Donc, quelles sont les rencontres précédentes de Jupiter-Proserpine? On va commencer en 2001. Tiens, juin 2001, ça rappelle quelque chose, le tournant du siècle, et puis surtout le World Trade Center, là, en septembre, juste après, il y avait eu une éclipse d'ailleurs importante à ce moment-là, et donc voilà, on a le World Trade Center, c'est-à-dire un message qui est donné au monde, les tours jumelles dans le signe des Gémeaux, et ce sont donc les tours du commerce international. Parce qu'il ne faut pas oublier que Jupiter et Proserpine, c'est une espèce d'expansion un peu par le goût de consommation des gens. C'est une énergie féminine très désirante, très j'ai envie d'avoir ça, j'ai envie de manger ça, j'ai envie d'être à l'aise dans un fauteuil confortable, à manger des sucreries devant la télé. Voilà, c'est tout ce côté-là qui joue. Et Jupiter, évidemment, c'est les vendeurs, les marchands qui en profitent, le capitaliste qui en profite de cette surconsommation. Donc là, on a cette attaque qui est faite contre l'un des symboles du capitalisme, le centre du commerce mondial, quoi. Et puis un 11 septembre qui rappelle le 11 septembre 1973, qui est effectivement au Chili le renversement du gouvernement socialiste d'Allende par une collusion des fascistes avec la CIA et avec les Chicago Boys de Milton Friedman, qui sont les inventeurs du néolibéralisme, dont M. Macron est un élève dévoué. Donc cette mentalité friedmanienne, elle est bien à la recherche de mise en place de systèmes autoritaires et fascistes dans le monde. Enfin, c'est ce qu'elle a fait, y compris en Italie. Vous vous rappelez les années noires en Italie où l'extrême gauche a assassiné des gens. On sait maintenant que c'était pas du tout l'extrême gauche, c'était l'extrême droite associée à la CIA qui assassinait des gens et qui mettait ça sur le dos de l'extrême gauche. C'était de manière à ce que les gens soient très en colère contre le communisme ou le socialisme. Pour les Américains, c'était pareil. Socialisme, communisme, pour eux, c'était pareil. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, ils ont commencé à réfléchir comment ils allaient le renverser, tellement ils avaient peur. Et c'est Mitterrand qui a eu l'intelligence, l'habileté de montrer patte blanche en fournissant des renseignements secrets qu'avaient les services secrets français aux Américains pour leur dire regardez, on est socialiste mais on est pour la démocratie, ce qui a fait tomber la pression chez les Américains qui sont tout le temps assez paranoïaques à ce niveau-là. Et l'autre événement hyper important qui a lieu à ce moment-là, alors il faut comprendre en même temps qu'il y avait un demi-carré, un sesquicarré, pardon,
entre Apollon en Vierge, début Vierge, et puis Bacchus vers la fin Bélier, et ce qui indique un moment crucial où les structures civilisationnelles reposent la question à nouveau du bien et du mal, qui est une question essentielle, même s'il ne faut pas se limiter à ça spirituellement parlant, il faut dépasser ça, mais ça se dépasse en s'étant posé profondément, pas en disant ça n'existe pas, comme peuvent le dire les pseudo-Nietzschéens, parce que Nietzsche n'a pas dit ça non plus, mais enfin bon, les gens qui ne savent pas lire Nietzsche sont très nombreux. Coucou Raphaël Antoine. Bon bref, ça a été jusqu'au point où on fait dire à Nietzsche une pensée plus ou moins fasciste, alors qu'il n'était pas du tout, c'était un antifasciste assez fort, mais qui avait un côté extrêmement individualiste, autoritaire aussi. Bref, en tout cas, ce rapport entre la volonté de puissance, on pourrait dire, et puis la volonté, le désir d'élévation mystique, rentre en crise à ce moment-là. Ça pose une question, ainsi par les Zarathustra, où il faut lire ce bouquin-là qui est génial. Bon, ça pose cette question-là, quoi. Et c'est en 2001 que ça a lieu. La question de l'islamisme qui remplace la vision claire qu'on pourrait avoir de l'islam va nous précipiter vers une espèce de racisme collectif extrêmement puissant dont on est encore victime actuellement. Voilà. Alors l'autre événement important en 2001, c'est la Chine qui rentre à l'OMC. Parce que on a un beau calcul, on se dit après tout, il n'y a qu'à les ouvrir au marché, plus ils commerceront avec nous, plus ils deviendront forcément démocratiques. C'était une erreur fondamentale, on a confondu l'avènement du capitalisme au début du XIXe siècle avec l'avènement du libéralisme politique, c'est-à-dire les libertés démocratiques de la presse, alors qu'en fait c'était pas les mêmes aspects. Il se trouve qu'ils ont lieu en même temps à cette époque-là, et donc c'était confondu à cette époque-là, mais c'est pas du tout des choses qui sont liées. Et donc on en a eu la preuve maintenant. Maintenant on voit très bien que la Chine commerce est devenue la reine du commerce mondial, et c'est absolument pas démocratisé, c'était absolument pas relié, et on découvre cette illusion collective qu'ont eu les gouvernements occidentaux, américains, européens, tout ça, cette bévue qu'ils ont commise était énorme, parce que non, un pays ne se met pas automatiquement à la démocratie parce qu'il devient capitaliste. Au contraire, on peut même dire que le capitalisme se nourrit plus facilement du fascisme. C'est ce que Hitler avait très bien compris, et c'est pour ça qu'il a été mis au pouvoir, non pas démocratiquement par le peuple allemand, comme on dit souvent. Ça, Johann Chapoutot, là, qui a étudié le nazisme, le dit très clairement, quoi. C'est bien les bourgeois, les grands capitalistes allemands qui ont mis Hitler au pouvoir, parce que ça les arrangeait mieux. Ils avaient la trouille, comme d'habitude, du communisme ou de révolution de Rosa Luxembourg, les Spartakistes, tout ça. Il y a eu beaucoup de mouvements à gauche, et même la République de Weimar qui était socialiste, tout ça leur faisait très peur. Bref. Donc la Chine rentre à l'OMC, on sait que bon, on va s'en mordre les doigts après, et on s'en mord encore les doigts, mais c'est un cycle Jupiter-Proserpine. Le cycle Jupiter-Proserpine suivant, il a lieu à peu près 12-13 ans après, c'était en 2013. Là, c'est le TAFTA. C'est un traité, là aussi, commercial, qui intervient, et qui va être beaucoup discuté, qui est pas forcément accepté, enfin en partie accepté, c'est extrêmement compliqué, mais en tout est-il, c'est l'envahissement du monde, on pourrait dire, par le plein pouvoir du néolibéralisme, dans la droite ligne de Milton Friedman et de ses théories complètement farfelues économiques. Bon, il a eu prix Nobel d'économie, mais donc il est doué en économie, mais ses théories politiques sont complètement farfelues. On n'est pas forcément doué dans deux ou trois domaines à la fois, sauf si on a vraiment travaillé en profondeur ces 2 ou 3 domaines à la fois, et qu'on peut faire des synthèses. Là oui, mais lui, au niveau politique, c'est un petit facho planqué derrière un bon bourgeois, qui vous recommande comme votre banquier, comment bien placer votre argent, alors qu'en fait, sa manière de placer l'argent, c'était de détruire la démocratie des pays pour les mettre plus facilement sous la férule des États-Unis et du capitalisme mondial.
François devient le premier pape, on pourrait dire de gauche presque. Ça, c'est une grande nouvelle aussi. Conjonction Jupiter-Proserpine en Cancer, en début Cancer. Donc on a comme Jupiter étant en exaltation en Cancer, il y a quand même bon, le capitalisme est vraiment boosté sous l'effet du désir, on pourrait dire, dans ces moments-là. C'est quand même les années où tout le monde va s'acheter en fait ces fameux portables, ces fameux ordinateurs plats, etc. Ces grands écrans, etc. Là, on nage dans ce désir de rêve, de cinéma, tout ça. Chacun ses écrans chez lui. Mais en même temps que ça, cet Internet qui devient une espèce d'absorption de spectacle permanent, la société du spectacle, par les guides de bord, eh bien, on a Snowden qui dénonce la NSA aux États-Unis. Donc, il y a un grand scandale qui dit attention, il y a des projets qui sont en route actuellement, qui sont extrêmement dangereux pour la démocratie, parce qu'ils visent à complètement vous surveiller, prendre toutes vos données, les exploiter et faire de vous des espèces de consommateurs esclaves de leurs désirs, parce que ces désirs seraient complètement renforcés par une machine qui viendrait les chercher pour vous obliger à consommer. Il a été obligé de s'exiler, même chez Poutine d'ailleurs, parce qu'il n'avait nulle part où aller sans que les Américains puissent mettre la main dessus. Donc là, je dirais, c'est le seul acte que je reconnais de positif à Poutine, c'est d'avoir accepté que Snowden vienne chez lui. Bon, évidemment, en Russie, il n'a aucune liberté. Mais enfin, c'est un héros qui a réussi à faire connaître au monde le cauchemar technocratique et techno-féodaliste qui était déjà en route à l'époque. Donc ça, c'est très important. Et puis on a du côté russe, par contre, c'est l'époque où il y a la guerre de Crimée et où déjà on peut voir que la Russie a envie de redémarrer dans une guerre de conquête avec la technique qu'utilise Hitler, les Sudètes, la reconquête des Sudètes. Hop, on va reconquérir la Crimée, qui est effectivement un pays qui était dominante russophone, mais qui consiste à attaquer le territoire d'un autre pays sans lui demander son avis. On a Proserpine à l'époque et aussi Trigone à Neptune, donc ça se fait tout ça très en douceur, personne ne dit rien. Et en 2014-2015, on va s'en rendre compte, mais un peu tard, avec le carré Pluton-Bacchus, que si ça se trouve, c'est un nouvel impérialisme très très puissant qui démarre, mais qui est en train de se déclencher, mais on l'a pas vu parce que cette conjonction Jupiter-Proserpine se faisait un petit peu carrément avec le trigone Neptune, c'est une espèce d'émollient, quoi. On est en train de se faire avoir, l'Occident est en train de se faire avoir, mais il ne le sent pas encore. Voilà. Et donc en 2025, on est le cycle suivant. Et là, la conjonction Jupiter-Proserpine a eu lieu en août 2025, toujours en Cancer, un peu plus loin en Cancer. Et là, on a été obligé de voir à quel point, même ceux qui étaient pour Poutine, je me rappelle, il y a 2 ans, il y en avait beaucoup, parce que c'était comme s'il faisait semblant de se ranger du côté des révoltés, des démocraties, quoi, ceux qui se révoltent dans les démocraties, qui sont un peu le ferment aussi de la nouvelle civilisation. Beaucoup d'entre eux se faisaient avoir en croyant que les Américains et l'OTAN étaient l'ennemi, et que Poutine était forcément donc l'ami, puisqu'il s'opposait à Trump et tout ça. On a commencé à comprendre que Trump était la marionnette de Poutine, que les Américains ont été les marionnettes de Poutine parce qu'il a manipulé énormément d'informations dans les campagnes présidentielles. Il y a un lien entre Poutine et Trump extrêmement étroit, et donc ils sont pas du tout du côté du Christ comme l'ont cru certains aussi d'un autre côté. Alors il y avait les révoltés qui croyaient que Poutine était là pour défendre tous les pays du tiers-monde contre l'impérialisme américain et l'OTAN, etc. Et d'autres, d'un autre côté, du côté de l'extrême droite, qui croyaient que c'est le Christ qui envoie ces gens-là pour combattre la perversion du capitalisme, et pour nous ramener, pour faire revenir le Christ, et puis et grâce à Israël, à Armageddon, enfin toute une soupe ésotérique qui a rien à voir. Le véritable ésotérisme, moi je vous l'explique, vous voyez très bien que c'est beaucoup plus clair que ça. Bon bref. Mais effectivement, les pays qui sont désignés sont bien ceux qui font partie du problème. C'est-à-dire Israël est en plein dans le problème, et la Russie aussi. L'histoire de Gog et Magog est souvent mal comprise dans la Bible, et complètement reliée à ces 2 endroits du globe, hein, le problème du Moyen-Orient avec Israël, puis le problème de la Russie avec sa frontière toutes ses frontières, mais surtout la frontière de l'Ouest. Voilà.
Donc l'apocalypse a déjà commencé, on va dire. Elle est pas elle va dépendre du taux de spiritualité de l'humanité. Là, c'est pas brillant. Alors, on peut voir qu'en même temps, on avait vu qu'il y avait la Chine qui rentrait à l'OMC, après il y a eu le TAFTA. À chaque fois, il y a un accord commercial mondial qui a lieu à ce moment-là, parce que là, il y a le Mercosur qui est signé, malgré que la France l'ait refusé. Le bout des doigts, mais bon, quand même. Puis surtout sous la pression des agriculteurs. Qu'est-ce que ça va devenir? En tout cas, il est signé et il correspond à une trahison totale de tout ce qui a été fait au niveau de l'écologie, de tirer l'agriculture vers une qualité de nourriture et vers de l'écologie. Donc voilà, je voulais ça fait beaucoup de choses qui sont rappelées comme ça, qui sont des étapes fondamentales de notre histoire. Pourquoi? Parce que c'est maintenant, pendant ce mois-ci, que vont s'aligner toutes ces forces-là pour voir vers où elles mènent. On peut voir, par ce qui s'est passé au Venezuela avec Trump, qu'évidemment, le fascisme représenté par Uranus Santoro bat son plein, et l'impérialisme aussi, que ce soit celui de Poutine, celui de Netanyahou ou celui de Trump. Donc on est devant un très très mauvais exemple, puisque Trump est quand même, on pourrait dire, presque le maître du monde. C'est un fou, c'est le Joker, The Joker, là, qui est aux manettes du monde entier. Ça rappelle le film visionnaire de Kubrick, c'est Docteur Folamour, qu'il faut avoir vu. Et vous pourrez remarquer qu'à la fin du film, je spoil pas, mais celui qui a les fourchons sur la bombe, il ressemble étonnamment à Trump. L'acteur a été choisi, c'est vraiment le sosie de Trump. C'est extrêmement curieux. Donc des gens comme ça qui sont des cinéastes extrêmement inspirés peuvent quelquefois avoir, comme dans Matrix, comme dans Avatar, des visions extrêmement nettes de ce qui est en train de se passer au niveau mythique et civilisationnel. En tout cas, la clé de résolution de cet aspect mythique des civilisations, chaque civilisation portant un mythe en elle-même, ce mythe, pour le rendre conscient, au lieu qu'il soit manipulé par des politiciens véreux ou des extrêmes droites, qui ramènent toujours le mythe pour le transformer en manipulation collective. Hein. Regardez Hitler et comment il tripotait l'astrologie et l'ésotérisme pour en faire de la bouillie pour les chats, quoi, quelque chose d'horrible, et qui a permis les pires massacres au nom de la race aryenne, alors que dans les enseignements ésotériques, la race aryenne n'était pas une race physique, c'était une époque de l'humanité, et non pas, c'était la civilisation indo-européenne qui représente en fait toute l'Europe, le Moyen-Orient, tout ça. L'idée que, voilà, de même qu'il y a l'autre peuple qui vient ensuite, une autre race qui vient, qui est la race anglo-saxonne, qui contient aussi les Allemands, tout ça. Donc tout ça était très très juste du point de vue de mouvement civilisationnel, et non pas de race physique comme ces connards de nazis ce qu'ils en ont fait, quoi. C'est affreux. Donc l'ésotérisme, quand il est mal compris, qu'il est mal digéré et qu'il est simplifié à l'extrême, comme ce qui se passe avec Alex Jones, enfin tous les pseudo-ésotéristes qui circulent, qui ont des millions et des millions de vues sur Internet, voilà, c'est fou, quoi, comme il y a une préférence spontanée pour l'ignorance, quoi. Alors que la vérité demande beaucoup plus de travail, il faut se poser des questions, il faut étudier, il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne réellement, et puis c'est effectivement beaucoup plus complexe voilà, les simplifications, c'est plaisant parce que crac, on a l'impression qu'il suffit de faire ça, Nyaka Faucon, et hop, tout va être résolu. Et les Nyaka Faucon, c'est les faucons de la guerre en général, qui planent. Voilà, j'en ai fini avec mon explication de cette nouvelle lune qui est extrêmement riche. Alors pour chacun, vous allez sentir que des énergies extrêmement fortes descendent en chacun par le coronal, et même aussi dans la zone sexuelle à cause de Vénus-Pluton. Pour les méditants, faites en sorte de relier les zones du haut avec les zones du bas par des respirations profondes où on mène l'énergie depuis l'ajna jusqu'au hara, puis de l'hara jusqu'au vajna, de manière à libérer le canal central, de manière à pas être entraîné soit vers des connexions trop fortes, en méditant trop fort et en étant déconnecté du concret. Parce que la vraie clé de la méditation, c'est quand même la présence, c'est pas de pas être présent. Même si dans les états supérieurs de conscience, mais ça c'est au bout d'années de méditation, il peut y avoir des moments d'absence totale parce qu'on est dans le bliss total, mais ça c'est de la lumière, c'est pas pareil. Voilà, être trop
trop séparé des autres n'est pas très bon pour l'être humain qui est un être social, on va dire ça. Mais inversement, le côté utiliser les énergies et se faire illusionner par l'intensité des énergies spirituelles pour les faire toutes ramener au niveau sexuel, c'est pas bon non plus parce que ça nous fait rater, parce que c'est sexuel, puisqu'il y a un beau sextile de Vénus-Pluton à la Lune noire en Sagittaire. On sait que le Sagittaire, il y a ça. Donc faut voir à qui on a affaire, est-ce qu'on a affaire avec ça. En tout cas, je recommande toujours cette pratique toute simple. Si vous voyez que le stress monte et que vous êtes en train de péter les plombs, déjà, essayez de dormir bien pour vous reposer. Et surtout, essayez aussi de faire des exercices comme soit la cohérence cardiaque que vous trouvez sur Internet, pendant 5 minutes, 3 fois par jour, ou même une fois, si vous ne pouvez pas 3 fois, mais faites-le au moins une fois. Mais l'idée, c'est de faire 3 fois par jour, 3, 6, 5, 365 jours par an, 3, 6, 5, 3 fois par jour, 6 respirations pendant 5 minutes. 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Bon, ça fait 30 respirations, tout très profondes et de même longueur, ou avec en tout cas très régulière, ou avec l'expire plus long que l'inspire, mais il faut que ce soit régulier, il ne faut pas changer la proportion que vous choisissez au début. Voilà, et cet exercice-là, il est simple. L'autre exercice qu'on peut faire, qui ressemble à la cohérence cardiaque, c'est encore plus court, c'est vous prenez tout simplement 5 respirations, mais très très lentes, très très fines, en prenant presque pas d'air à la fois, en partant du hara, donc du bas-ventre, enfin du bas du nombril plutôt, et vous montez l'inspire en traversant le hara, les basses-côtes, la zone stomacale, les poumons, puis les clavicules, puis juste ça monte jusque dans la tête, la colonne vertébrale est bien droite, et puis à l'expire vous redescendez. Et donc quand vous faites ces respirations comme ça, où vous utilisez la respiration énergétique en fait, et en étant toujours très lent comme ça, les respirations les plus lentes, les plus profondes, les plus possibles, 5 fois de suite, c'est suffisant pour complètement, en vous relâchant bien pendant et en ne pensant à rien. Vous êtes connecté ni ce que vous allez faire après, ni ce que vous venez de faire. Vous quittez tout et vous êtes uniquement présent à ça, à ressentir la respiration comme ça. Ça peut déclencher une remise, un reset, une remise à zéro de vos compteurs énergétiques et complètement enlever les dégâts qui étaient en train de faire le stress, parce que ces grands aspects énergétiques extrêmement puissants stressent énormément le système nerveux si vous n'êtes pas à l'écoute. Alors pour quelqu'un qui médite, il n'y a pas de stress, au contraire, il va recevoir des qualités, mais pour quelqu'un qui médite pas, c'est comme si son système égotique fait barrage à cette descente de lumière, et à ce moment-là, ce barrage rend très nerveux, peut rendre agressif, peut créer des séparations, des accidents. Faites attention à tout ça, ne soyez pas trop nerveux, trop agressif, et pratiquez cette respiration, ces 5 respirations successives. Une respiration, c'est un inspire plus un expire, très très lente, et vous verrez alors après, vous pouvez enchaîner sur une méditation si vous le sentez, mais si vous avez quelque chose à faire, vous pouvez passer à la suite. Et ça suffit pour vraiment faire que le message en fait énergétique et cosmique qui descend, vous puissiez l'intégrer. Et ce message n'est pas du tout le même que celui que vous entendez sur vos médias, l'ambiance anxiogène qui est en train de déclencher l'espèce de fou furieux que le Donald Duck là. Cette espèce de fou furieux qui est le mélange entre Hong Picsou et Donald Duck et The Joker, quoi. Et c'est vraiment voilà, c'est vraiment le moment de voir que le maître du monde, ce n'est pas lui. Le maître du monde, c'est le divin, c'est la conscience elle-même. Elle attend que tout le monde soit prêt à l'entendre. Si on ne choisit pas de la servir et de travailler pour elle, elle attendra le tour prochain, mais elle finit toujours par gagner. Alors qu'en fait, ces fous furieux-là, ils amènent beaucoup de misère autour d'eux en prétendant résoudre tous les problèmes. Ils amènent la guerre très souvent. Et une fois que la guerre est finie, il faut ramasser les morts, il faut compter les dégâts. Le système capitaliste peut redémarrer, il adore les guerres, le système capitaliste, parce qu'il faut tout reconstruire, donc il faut à nouveau produire. Mais en général, le résultat de tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance, souvent inutile. Donc, on peut éviter la guerre et tout ça en
en faisant en sorte de faire que ces gens-là soient mis de côté. Si on regarde à Moscou, cette conjonction Saturne-Neptune est au descendant, et donc elle va jouer énormément, l'ascendant des balances, donc ça va jouer énormément dans ce pays-là pour relancer l'idée du communisme, on va dire. Et alors c'est pas sûr que ça aide beaucoup Poutine à descendre de son trône, mais enfin bon, il y a l'idée de retrouver les valeurs anciennes de la Russie, qui est là aussi. Et parce que la Russie est très reliée, surtout le nouveau système de Russie est très relié à Saturne-Uranus. Les aspects Saturne-Neptune sont propres au communisme, et les aspects Saturne-Uranus sont propres à la Russie nouvelle. Et là, il y a les deux à la fois. Donc c'est très fort par l'angularité Saturne-Neptune pour la Russie. Comme il y a quelque chose qui indique que dans ses rapports avec... alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a un accord possible, puisque Saturne-Neptune est au descendant, à son balance, un accord de paix possible tout d'un coup. C'est étonnant parce que évidemment Poutine ne jure que par la peur et la terreur, hein, c'est le grand roi des frayeurs, celui qui manipule la terreur comme seul outil politique. Mais bon, c'est possible que ce soit le moment, il a besoin de refaire ses forces avant de redémarrer une guerre, donc il est possible qu'il choisisse d'arrêter là, si Trump lui fait un beau cadeau en lui donnant des gros morceaux d'Ukraine. Ce que Zelensky évidemment ne veut pas, et on le comprend. Hein. Imaginez, c'est ce qui s'est passé avec le pétainisme, et on a donné la moitié de la France à l'Allemagne, et l'autre moitié c'était le gouvernement de Vichy. Donc voilà, c'est jamais très sympa quand on prend votre pays. L'autre pays qui est intéressant d'étudier, c'est les États-Unis, et toute la conjonction est en maison 8. Donc la maison 8, c'est la maison de la mort, de la crise. Et l'ascendant est sur le degré critique exactement pour Washington le degré critique du Gémeaux, donc le 29-41 Gémeaux. Donc c'est très très relié par quintile à cette nouvelle lune, et c'est relié par carré exact à Neptune. Donc là, c'est le gros délire, quoi. Ça commence à se voir, et il y a cette nouvelle religion du néofascisme musco-trumpien, on va dire, qui est en train de jouir de sa puissance, et donc ça peut amener des actions extrêmement dommageables. On voit avec le Venezuela, on peut le voir avec le Groenland, il peut pousser très loin sa folie paranoïaque, et là la maison 8, c'est celle de la mort, hein. Alors j'avais dit en même temps que sur la dernière pleine lune, il y avait une opposition qui commençait à se créer aux États-Unis. Les gens, bien qu'ils ont très peur, parce que des gens habitués à la démocratie sont peu armés, on va dire, pour se défendre contre une dictature. Mais ça peut commencer à monter à l'intérieur de ce pays une résistance. Et là, on est dans le cadre où Vénus-Pluton en maison 8 conjoint à Mars-Mercure et la nouvelle lune en maison 8, cette conjonction en pleine maison 8 peut poser la question de qu'est-ce qui va se passer comme confrontation entre des forces comme l'ICE, la police de l'immigration et tout ça, et puis les manifestants, les protestataires, Vénus en Verseau, qui peuvent sûrement en venir aux mains. Il y a quelque chose là il peut y avoir des morts. De toute façon, il y a déjà eu une morte, une femme américaine qui a été tuée par la police de l'immigration, qui croyait qu'elle était... Enfin, elle a gueulé contre ce qu'il faisait, puis elle s'est fait tuer. Donc on a... les états policiers sont en train d'apparaître partout dans le monde, et Mars Capricorne renforce cette idée de policiarisation, d'ordre, discipline et flicage pour résoudre tous les problèmes. Ce qui, évidemment, c'est la mauvaise voie, mais on a déjà essayé ça, mais il y en a qui disent, qui sont trop jeunes, qui disent on n'a pas encore essayé. Alors, on va essayer une autre fois, alors, donc c'est parti comme ça. Bon, voilà. J'en ai fini avec... vous voyez que c'est comme ça a des positions très importantes dans tous les pays. Quand même, pour les États-Unis, il est à noter quand même que bon, Jupiter Proserpine sont en maison 1, donc il y a une histoire d'intérêts commerciaux évidents, quoi. Mais le nœud nord en Poisson, tout près du milieu du ciel, indique que les valeurs spirituelles des États-Unis vont peut-être permettre de revenir sur autre chose, parce que
Trump faisait illusion en disant, bon catholique, qu'il allait amener la paix, qu'il voulait le prix Nobel de la paix, mais là, puisqu'il est en train d'essayer de déclencher des guerres, il y a une partie de la frange, à part les gens comme J.D. Vance, là, qui sont des fous furieux d'extrême droite, le fait que le message du Christ est quand même un message de paix et d'amour peut réveiller, on ose l'espérer, certains évangélistes ou certains baptistes ou certains, enfin tous les sectes protestantes existantes aux États-Unis, y compris la grande majorité des religieux de toutes sortes qui sont aux États-Unis. Il y a plusieurs religions qui cohabitent normalement harmonieusement aux États-Unis, et ils peuvent se demander si c'est pas le moment pour eux de s'exprimer de manière à remettre en question ce délire guerrier tout d'un coup qui prend Trump, peut-être déçu tout d'un coup par le fait qu'il voit que de toute façon il n'arrivera pas à avoir son prix Nobel de la paix, donc il veut maintenant le prix Nobel de la guerre. Il veut toujours le prix Nobel, cet homme-là, de toute façon. Il le mérite, c'est bizarre qu'on ne le comprenne pas. Voilà. Bon, eh ben, j'espère que ça vous a pas trop inquiété. Mon but, c'est pas de faire peur, je répète, mon but, c'est vraiment que vous compreniez que ce qui se joue sur le plan matériel est une fin de cycle de civilisation, mais qu'en même temps, nous devons comprendre que ce qui se joue sur le plan spirituel, c'est une montée en gamme extrêmement puissante qui peut aller très très vite pour beaucoup de gens, et donc d'où l'intérêt de méditation. Et si 1,5% de la population médite, on en est encore loin, mais sauf dans des pays orientaux où c'est possible un petit peu, mais comme ils sont commandés eux-mêmes par des impérialismes occidentaux, ils sont pas vraiment encore libérés. C'est pas, par exemple, le marxisme, c'est un impérialisme occidental qui sévit en Chine. Le maoïsme, c'est quand même une traduction chinoise du marxisme, donc c'est une idée occidentale de la société. Donc tant que les pays sont sous la coupe comme ça du capitalisme mondial, ça avance très difficilement, mais s'il y a suffisamment de méditants, ça va créer un mouvement de cœur, parce que quand il y a des gens qui ouvrent leur cœur totalement à la lumière et puis qui la répandent, c'est contagieux. Et il y a d'autres gens qui sont touchés par ça. Alors il y en a qui sont touchés très naïvement, qui captent cette énergie, qui deviennent un peu bisounours ou béni oui, on va dire. Bon, mais pour ceux qui réfléchissent, c'est l'occasion de faire des choses positives malgré la puissance énorme du négatif en ce moment. Malgré la puissance négative, on peut créer des choses positives. Donc toujours rendez-vous donné à ceux qui veulent faire l'agriculture bio et créer un modèle de société différent. Je leur demande de s'adresser à moi dans les commentaires ou à l'adresse indiquée voilà, dans le texte, de manière à ce qu'on puisse voilà, créer des choses qui en valent la peine pour l'avenir, des modules de la future civilisation. Voilà. Et bien je vous souhaite à tous un bon mois en fait de janvier-février. La pleine lune sera le 1er février et elle manifestera au maximum ce qui s'est construit à ce moment-là. Donc ne loupez pas, donc à 20h52 le dimanche soir 18 janvier, la méditation, c'est une heure très raisonnable. Surtout ne la loupez pas, parce que c'est par la graine que vous allez planter à ce moment-là que les passages qui vont se faire en bélier, Neptune rentre en bélier assez vite, eh bien ce qui aura été planté comme graine à ce moment-là germera en bélier, et ça vous donnera vraiment, le bélier c'est le signe de la germination par excellence, donc n'oubliez pas de planter votre petite graine et pas n'importe où, comme l'indique Vénus-Pluton. Ah, la blague, elle est bonne. Merci à tous de m'avoir écouté, à bientôt.